soir à des réponses claires à chacune de leurs préoccupations. Ils s'attendent à un face-à-face civilisé. Évidemment, s'il y a cacophonie, je devrais intervenir. Madame, messieurs, bon face-à-face. On y va avec le premier thème, qui est regroupé donc sous la santé, la famille, l'éducation. On part avec un échange entre M. Couillard et M. Legault. La santé. M. Couillard, en un peu moins de 10 ans, le salaire des médecins québécois a explosé. La rémunération moyenne des spécialistes est dorénavant de 455 000, la plus élevée au pays. À cela s'ajoutent des primes généreuses, comme le révélait notre bureau d'enquête. On pense à la fameuse prime jaquette, aux primes d'assiduité à 110 $ et aux primes pour traiter les personnes de plus de 85 ans. M. Couillard, ces milliards n'auraient pas dû aller d'abord aux soins aux patients. M. Bruno, il faut savoir que cette entente que nous avons signée avec les médecins spécialistes veut dire plus de services pour les citoyens. Et pour la première fois, les médecins spécialistes s'engagent activement dans le fonctionnement du système de santé, par exemple, en couvrant les hôpitaux de région, en aidant pour l'accès à l'imagerie, en coordonnant mieux les rendez-vous entre le médecin de famille et, bien sûr, le spécialiste. M. Legault? Bien, écoutez, moi, je vois qu'il y a un problème. Je ne comprends pas que M. Couillard ne comprenne pas. On a des médecins spécialistes qui sont les mieux payés au Canada, mais les infirmières sont moins payées. Ils travaillent dans le même hôpital. Est-ce que vous ne trouvez pas ça injuste que les médecins spécialistes soient surpayés puis qu'on n'ait pas mis cet argent-là, par exemple, dans les CHSLD? Moi, je trouve ça gênant, ce qu'on entend à chaque semaine dans les CHSLD. M. Legault, il faut rappeler que c'est vous qui nous avez mis la main dans cet ordre-là avec la lettre que vous avez signée pour qu'on maintienne la parité avec nos voisins ontariens, notamment, et également le reste du Canada. Mais l'entente a également comme bénéfice de limiter le poids de la rémunération des médecins dans le budget de la santé. Alors qu'elle était en augmentation, elle est maintenant stabilisée et va même en diminuant le poids de la rémunération des médecins dans le système de santé. Quant au rattrapage, à mon avis, est effectué. On verra la prochaine entente en Ontario et par la suite, on va suivre ça de près, mais je pense que le rattrapage est fait maintenant. On va s'occuper bien sûr de nos infirmières, de nos préposés. Mais M. Couillard, vous savez bien que l'entente qui a été signée en 2002 disait qu'il va y avoir un rattrapage pour rattraper le reste du Canada. Il n'a jamais été question de dépasser le reste du Canada. On dépasse le reste du Canada d'1 milliard par année. Et M. Couillard, je pense que c'est important de le dire, là, il y a 15 ans, on se souvient tous, Jean Charest qui vous a présenté comme le sauveur qui devait régler tous les problèmes en santé. Trouvez-vous que ça va mieux en santé 15 années plus tard? Je pense qu'on a fait des progrès. À l'occasion de mon deuxième mandat de premier ministre, j'aurai l'occasion d'aller encore plus loin. Mais M. Legault, je vous retournerai la question. Vous avez été vous-même ministre de la Santé. Donnez-moi un accomplissement. Bien, c'est moi qui ai ouvert les premiers GMF. Et ce qu'on devait faire dans les groupes de médecine de famille, c'est de s'assurer que les médecins soient disponibles avec d'autres médecins et avec des infirmières 7 jours sur 7. Vous avez même dit, vous-même, en 1999, il faut changer le mode de rémunération des médecins de famille. Vous avez été 5 ans ministre de la Santé, 4 ans premier ministre, puis vous n'avez pas changé le mode de rémunération. Il faut que les médecins soient payés par patient pour qu'il y ait un incitatif à déléguer des actes aux infirmières. Actuellement, il n'y a pas assez de délégation d'actes aux infirmières, puis il y a beaucoup trop de gens qui vont dans les urgences au lieu d'aller dans des cliniques pour régler des petits problèmes. Bien, justement, on a mis sur pied, c'est 49. On avait visé 50, on est à 49. Super clinique, 7 jours semaine, 12 heures par jour. Mais par jour, revenons à la rémunération des médecins, parce que l'autre jour, vous avez tenté d'expliquer votre système. Personne n'a rien compris, M. Legault. Je vous donne une autre chance. Expliquez-le encore. OK. Bien, écoutez, actuellement, les médecins sont payés à l'acte. Ça veut dire qu'ils ont intérêt à voir le patient pour pouvoir passer la castonguette, comme on l'appelle. Si les médecins étaient payés par patient, comme en Ontario, comme en Colombie-Britannique, bien, il pourrait y avoir des actes qui sont faits par téléphone, pour avoir des actes qui sont délégués à l'infirmière. Actuellement, si un médecin de famille délègue un acte à une infirmière, il n'est pas payé. Donc, il n'y a pas un gros incitatif. Mais c'est déjà comme ça, M. Legault. C'est ça que vous proposiez. Mais c'est déjà comme ça. On a déjà un système de rémunération mixte. D'ailleurs, vous nous parliez de l'hôpital juif de Montréal, avec raison, de leur belle performance à l'urgence. Ce sont des médecins qui travaillent dans le mode de rémunération actuel, qui est mixte à l'axe, mais également par forfait à la salle d'urgence. C'est déjà en cours, ça, M. Legault. Voilà pour ce premier face-à-face sur la rémunération des médecins avec M. Lisée et Mme Massé. On va parler des médecins de famille, parce que, évidemment, encore 1,5 million de Québécois n'en ont pas.
Une situation qui est alarmante dans plusieurs régions, pour plusieurs familles aussi, parce que les délais d'attente sont très longs et trop longs parfois. Les patients sont en difficulté. Monsieur Lisée, qu'allez-vous faire pour que tous les patients, finalement tous les Québécois, aient un médecin de famille pour un suivi? Bon, d'abord, il faut arrêter de dire que c'est le médecin qui va s'occuper de tout. Il y a des médecins qui vaccinent, des médecins qui prennent du temps pour superviser une infirmière spécialisée qui a fait 5 ans d'université. Elle n'a pas besoin d'être supervisée. Alors nous, on dit on va dégager du temps de médecin en donnant des soins directement aux patients. Une infirmière spécialisée dans chaque CLSC, 7 jours par semaine, que le pharmacien puisse faire plus d'actes cliniques. C'est facile à trouver, un pharmacien. Même chose pour les paramédics. Et qu'on puisse aller directement au spécialiste sans passer pour le médecin. Ça va dégager du temps de médecin pour s'occuper de l'ensemble de leurs patients. Madame Massé. Bien, pour nous, à Québec solidaire, alors que, bien sûr, les modèles qui se sont développés avec le paiement à l'acte des médecins, c'est des modèles de cliniques privées, etc. Nous, on croit aussi que les CLSC, c'est l'endroit où les gens devraient avoir accès lorsqu'ils ont des petits bobos, si on peut dire ainsi, pour désengorger nos urgences. Alors, nous, à Québec solidaire, bien, on veut ouvrir les CLSC, mais c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour donner accès à la population. Oui, mais les gens pensent toujours au médecin de famille. On veut un médecin de famille pour un suivi. Oui, mais vous savez, M. Bruno, que lorsqu'on va voir notre médecin de famille, parfois c'est un psychologue qu'on a besoin. Lorsqu'on va voir notre médecin de famille, parfois c'est d'un physiothérapeute qu'on a besoin. C'est l'avantage des CLSC ouverts 24 heures par jour, 7 jours par semaine, c'est que les soins dont vous avez besoin sont accessibles à proximité. Sur cette vision de CLSC, on n'est pas très loin. Madame Massé, j'aurais une question à vous poser. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, bien, pose pas des questions trop difficiles à Madame Massé. Mais moi, je dis, ma mère est féministe et a toujours demandé à ce qu'on soit traité à égalité. On est d'accord? Ben Alors, oui. j'ai un genre de question préalable à vous poser. Ici, c'est le débat des chefs. On se connaît bien. Une fois, je vous ai demandé sur un sujet, qu'est-ce que votre parti va dire? Vous m'avez répondu, je vais en parler à mon patron. Et là, j'ai réalisé que c'est vrai que vous êtes la co-porte-parole, mais vous n'êtes pas le chef de Québec solidaire. Qui est le chef de Québec solidaire et pourquoi il n'est pas au débat des On chefs? parle des médecins. Est-ce que je tiens à poser cette question parce que c'est important comme question préalable. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on a appris, M. Lisée, à partager le pouvoir. Et cette pratique-là, c'est une pratique démocratique nécessaire quand on veut changer le monde et quand on veut faire Je pense qu'il faut revenir à la santé. On parle Excusez-moi, vraiment moi, je voudrais vraiment parler de ça avec votre permission parce que... Non, mais on est dans la santé, M. Lisée. Vous savez, vous connaissez les thèmes. J'aimerais poser cette question. Nous avons négocié au Parti québécois et les autres partis souverainistes avec des porte-paroles comme vous. Vous avez signé une entente avec nous et ensuite, votre chef l'a renié. Alors, pourquoi est-ce que personne ne connaît le chef de Québec solidaire? Vous êtes formidable, Gabriel aussi. Mais c'est comme s'il y avait un chef qu'on ne connaît pas. On arrête là, si vous voulez, parce qu'on va revenir vraiment au sujet. Là. Je pense que la maison, ça doit... On parle de structure. Parler de la santé. On va passer aux soins dentaires. Monsieur Bruno, nous avions 4 minutes. Et c'est une question essentielle de savoir qui tire les ficelles à Québec solidaire. Permettez-moi, M. Lisée, s'il vous plaît. Permettez-moi. Madame Massé aussi. Si vous voulez, on est dans la santé, puis on va tous se joindre à la discussion, si vous voulez, parce qu'on a un dossier important, fort important, parce qu'une des promesses électorales la plus populaire, c'est les soins dentaires gratuits. Mais en lisant le programme de Québec solidaire, on se rend compte que c'est pas tout à fait gratuit. On parle de gratuité, mais c'est pas gratuit. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on s'en va vers un régime d'assurance dentaire qui, comme le régime d'assurance médicaments, sera un puits sans fond? M. Bruno, je vais répondre clairement à la question. Je pense que c'est oui, laissez-moi l'expliquer premièrement parce que je viens de me faire bouffer du temps torieux pour parler de santé, là. Alors, ce que Québec solidaire dépose, et ça semble intéressant puisqu'il y en a qui ont pigé dedans, cette idée-là, c'est que puisqu'il y a un quart des Québécois qui ne peuvent pas aller chez le dentiste parce que ça coûte trop cher, même s'ils ont des assurances, nous, on pense qu'une assurance dentaire pour tout le monde, gratuite jusqu'à 18 ans, les soins de prévention autant que les soins curatifs, mais ensuite, vous avez raison, remboursé à 80 % et à 60 % selon que c'est préventif ou curatif. Ce qu'on propose, M. Bruno, vous savez que les enfants du Québec ont déjà accès aux soins dentaires de base jusqu'à 10 ans. On propose d'étendre ça jusqu'à 16 ans, mais également de parler des aînés, parce qu'une des causes principales de chute de l'état de santé de nos aînés, c'est la santé bucco-dentaire, ce qui se passe dans leur bouche.
des ulcérations, la prothèse qui n'est pas bien ajustée, des problèmes de gencives, et également des chutes à domicile. Mais si on reste sur la question des soins dentaires, on propose également que les aînés de 65 ans à bas revenus obtiennent également la couverture dentaire publique. C'est un programme quand même de près d'1 milliard de dollars. Oui, 950 millions. Ma question, par contre, c'est, vous dites que les soins dentaires... Quels sont les soins qui sont couverts pour les enfants, monsieur Alors, par Couillard? exemple, un examen de base, c'est les obturations. On sait qu'à quel point les enfants sont nerveux d'aller chez le dentiste parce qu'ils craignent d'avoir des caries. Et malheureusement, ils en ont encore. Il faut faire de la prévention. Ils auront donc des obturations grâce à ça. Monsieur Legault, vous proposez quoi à la CAQ? Bien, écoutez, nous, ce qu'on propose, c'est de donner 2 400 $ par enfant de moins de 18 ans. Puis ça sera aux parents de décider ce qu'ils font avec le 2 400 $ par enfant. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné que le gouvernement s'occupe de tout. On le voit, il y a beaucoup de bureaucratie. Ça coûte très cher. Nos impôts, nos taxes sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. On est le seul parti qui propose de baisser les taxes scolaires de façon importante. Les gens ont besoin d'avoir plus d'argent dans leur portefeuille, entre autres pour se payer des frais de dentiste. Monsieur Lisée? Bien, écoutez, moi, je pense qu'il faut faire des choix. Alors, les deux autres partis ont dit qu'il y aurait une croissance extraordinaire s'ils étaient élus, donc ils ont plus d'argent pour dépenser. Mme Massé a dit, je vais trouver 12 milliards de dollars de plus, ça fait que j'ai beaucoup d'argent pour dépenser. Nous, on s'est dit, il faut être raisonnable. Ça se peut que la croissance ne soit pas aussi forte qu'on pensait. C'est ce que l'OCDE a dit aujourd'hui. Et donc, on a fait tout ce qu'on pouvait pour protéger les services, faire aucune compression. Je pense qu'on est à risque de compression avec les deux autres partis. Et donc, assurer la gratuité pour les gens à faible revenu dans les CPE, dans les universités, un peu partout, pour leur donner de l'argent. Mais on ne peut pas tout faire en 4 ans. On ne peut pas inventer de l'argent. Mme Massé? Non, mais il faut avoir le courage pour aller la chercher, M. Lisée. Et il est juste là, notre 12 milliards. C'est que dans le fond, ce que vous avez refusé lorsque vous étiez autant conseiller de M. Bouchard que dans le gouvernement de Mme Marois, c'est d'aller chercher l'argent. M. Couillard. J'aimerais répondre. Bien, comme introduction sur les fonds publics, je dirais que nos collègues, on le voit, sont très ambitieux dans leurs engagements. Bravo. Mais s'ils peuvent l'être, c'est parce qu'on a rétabli l'ordre des finances publiques et dégagé des marges de manœuvre. Mais pour revenir aux soins dentaires, M. Bruno, on pense également qu'on pourrait donner plus de rôle aux hygiénistes dentaires, pour leur négocier ça avec les autres professionnels, pour aller, par exemple, dans les résidences de soins prolongés, pour soigner les problèmes bucco-dentaires des aînés qui ne nécessitent pas nécessairement la présence d'un dentiste. M. Legault? Bien, j'écoute M. Lisée. Nulle part dans son cadre financier, il y a une lutte au gaspillage. Nous, on a plus d'1 milliard d'économies qu'on va faire dans les technologies de l'information, dans les approvisionnements, dans la bureaucratie. Je connais M. Lisée depuis longtemps, puis c'est toujours les trois mêmes choses. Une idée, une dépense, une taxe. Une idée, une dépense, une taxe. Puis je le connais bien, là, il y a beaucoup d'idées. Donc, ce n'est pas avec M. Lisée qu'on va voir les taxes baisser. Ce n'est pas avec M. Lisée qu'on va voir la lutte au gaspillage. M. Lisée, vous pensez qu'il n'y a aucun gaspillage au gouvernement du Québec? Vous avez le droit de répondre rapidement, oui, parce que nous, ce qu'on va faire, vous allez baisser les taxes scolaires. Alors, on a appris aujourd'hui... Mais là, on n'est pas dans les taxes. On n'est pas dans les taxes. On va y revenir. Vous allez avoir l'occasion de revenir sur ce thème-là. C'est important. Alors, donc, on a appris aujourd'hui qu'en moyenne, les gens vont faire 300 $ d'économie. Bien, vous nous expliquerez ça dans le bloc économique tantôt. On va y revenir. Posé la question sur notre cadre financier. Est-ce qu'on peut répondre là-dessus? Monsieur Desmarais, vous allez lui faire économiser 100 000 $. Il n'en a pas besoin. Vous donnez essentiellement des taxes. Monsieur Lisée, on n'est plus dans la santé, on n'est plus dans les soins dentaires. Je m'excuse, mais c'est qu'on mange le temps de... Vous en aurez moins tantôt pour l'économie. J'ai posé la question sur mon cadre financier. On respecte. Vous le saviez, vous connaissez tout le monde, les temps qu'on a. Là, on s'en va maintenant pour parler des aînés. Vous savez, c'est important. Et notre premier face-à-face, c'est M. Couillard avec M. Lisée. Près d'un Québécois sur 5 a aujourd'hui plus de 65 ans. Ces aînés vivent leurs derniers jours dans des conditions effroyables parfois. Encore ce matin, cet exemple d'un CHSLD de Drummondville. Les résidentes n'ont pas eu de bain pendant 1 mois cet été. Et comme d'habitude, on nous dit, c'est une situation exceptionnelle. L'exception est devenue la règle. M. Couillard, depuis que vous avez été élu, les histoires d'horreur dans les CHSLD, on en lit toutes les semaines. Au nom des aînés, et je parle en leur nom ce soir, méritez-vous un deuxième mandat? Absolument, parce que pour la raison suivante, on a généré de l'argent public pour investir dans les services publics. Ainsi, on a pu engager 1500 personnes de plus dans les équipes de soins à domicile et 2000 personnes de plus pour les établissements de soins prolongés. La situation que vous décrivez est regrettable, déplorable. Mais le problème, cette fois, ce n'est pas le manque de budget du tout.
c'est le manque de personnel, un problème de pénurie de main-d'œuvre que M. Legault refuse de reconnaître, qui touche également nos services publics et notamment la catégorie d'emploi qui sont les préposés aux bénéficiaires. M. Lisée. M. Couillard, je ne peux pas vous laisser dire que c'est grâce à vous que vous avez sauvé le Québec financier. J'ai ici le rapport de la protectrice du citoyen. En 2016, en octobre, vous aviez dans vos coffres 2 milliards de dollars de surplus, déjà de surplus. Et la protectrice a dit, mais cette dame, cette vieille dame atteinte de sclérose en plaques, à cause des compressions que vous avez obligé les CIS à faire, s'est fait réduire de moitié ses heures de soins à domicile, le rationnement général du soin à domicile que vous avez fait sur les aînés et les handicapés. Elle a dû choisir entre ses soins et elle dormait désormais dans son fauteuil roulant. Alors, lorsque vous avez appris ça, là, parce que je vous l'ai dit le lendemain à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez appelé cette dame pour vous excuser? Est-ce que vous avez rétabli le programme? Est-ce que vous avez suspendu la personne qui avait fait ça? Monsieur Lisée, quand vous avez laissé le Québec en déficit de 7 milliards de dollars, vous saviez très bien que ça allait fragiliser tous nos services publics. Quand votre parti a mis à la retraite des centaines et des centaines de professionnels de la santé, dont des infirmières, dont celles qui travaillaient en salle d'opération avec moi, qui est parti du jour au lendemain. Ce qui s'est passé sous vous. 7 milliards, c'est vous. Non, le 7 milliards, c'est vous. Le déficit, c'est vous, M. Lisée. Et par ça, vous avez fragilisé de façon inacceptable les services publics. Il a fallu qu'on rétablisse la situation. Et vous voilà maintenant enthousiaste à faire de beaux engagements à coût de centaines de millions de dollars pour les marges de manœuvre que nous avons générées et que vous avez critiquées du premier au dernier jour. Mais il fallait faire ça pour nos enfants. Arrêtez de payer les services sur la carte de crédit. Je sais que c'est votre habitude, mais ce n'est pas la mienne. On parle des aînés, là. Oui, on parle des aînés. On parle des aînés. Ce 7 milliards n'existe que dans les textes de propagande de votre parti. Ah, le vérificateur général, c'est un propagandiste. Non, vous mentez. Ah, okay. Ce n'est pas dans le texte du vérificateur. Je vais être accusé d'avoir menti, M. Bruno. Les vérifications, on va voir. Vous l'avez déjà dit. Je vous ai déjà, on a déjà démontré. Oui, vous répondez, je m'excuse. Vous dites que c'est vrai. J'aurais préféré parler des aînés. Je dis que c'est faux. M. Lisée a prononcé une accusation grave. Oui. Alors moi, je dis qu'il y a d'abord eu les gens vont vérifier. Le rapport. S'il vous plaît. J'étais en train de vous répondre. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un et continuer à parler comme si de rien n'était, là. Alors, M. Bruno, d'abord, le vérificateur général et des vérificateurs indépendants ont montré qu'il y avait une impasse budgétaire énorme de 5,2 milliards la première année et de 7 milliards la deuxième année par coût de reconduction. C'est là, je ne sais pas, mais moi, j'aimerais parler des aînés. J'aimerais parler des aînés. Je voulais quand même mettre les choses au point. Vous ne le faites pas. Les gens vérifieront, ces textes-là ne disent pas ce que vous dites. Ce qui est important, c'est que pendant que vous étiez au gouvernement, vous continuez à dire ce que vous voulez dire, et on n'est pas dans le sujet. On parle des aînés. Je veux parler des aînés. Pendant que votre gouvernement était en place, en 2016, vos propres chiffres montrent que vous avez réduit de 500 000 le nombre d'heures de soins à domicile pour les aînés. C'est faux. Dans tous les 6, on vous a montré le document. C'est faux. Dans tous les 6, ils avaient la directive de réduire systématiquement le nombre de soins aux aînés. Vous les avez laissés tomber. Très rapidement, c'est faux. On a augmenté le nombre d'heures et le nombre d'interventions auprès des aînés en soins à domicile. Mais, M. Lisée, vous devez savoir également que ce qu'on propose pour les aînés, parce qu'il faut leur parler, c'est ça le sujet, là. Pour ceux, d'abord, qui sont en perte d'autonomie, par exemple dans les résidences de personnes âgées ou en CHSLD, on veut augmenter un peu plus l'argent qui leur reste dans les poches. Ils m'en ont parlé, moi, parce que leur revenu n'augmente pas et les dépenses augmentent tout le temps. De façon, avec plusieurs crédits d'impôt, on va augmenter jusqu'à 30 000 $ le montant qu'ils peuvent gagner pour recevoir avec leur pension, entre autres, sans payer d'impôts. Et pour ceux et celles qui veulent retourner au travail, ils pourront le faire en suspendant leur régie des rentes sans pénalité, travailler pour quelques années, retourner récupérer leur régie des rentes, c'est ce qu'ils demandent également. Ça complète cette section face à face. Maintenant, c'est Mme Massé avec M. Legault. On va parler famille aussi, parce que c'est important. Dans votre programme, Mme Massé, vous parlez de conciliation famille-travail, non l'inverse. Vous avez privilégié la famille au travail. Est-ce que ça veut dire que les entreprises doivent aussi privilégier la famille, quitte à ce qu'ils paient davantage pour le travail? Bien, en fait, pour nous, puis je pense que les gens qui nous écoutent le savent bien, il y a une qualité de vie qu'on perd lorsqu'il faut métro, boulot, bobo, dodo, comme on disait quand j'étais jeune. Et malheureusement, je pense qu'on oublie que pour avoir une vie familiale de qualité, ça prend premièrement un bon revenu, un bon salaire. C'est pour ça qu'on parle, nous, de minimalement un salaire minimum à 15 $ l'heure. Des vacances, 4 semaines de vacances à partir de la première année, 5 congés payés. Alors oui, les entreprises vont contribuer, mais ils vont avoir des employés bien plus de bonne humeur. Monsieur Legault? Bien, écoutez, quand on parle des familles, je pense que ce que les familles, quand je parle à des pères, des mères de famille, ce qu'ils me disent, là, c'est qu'ils travaillent fort, puis ils ont de la misère à payer leurs factures à la fin du mois. Et c'est pour ça qu'on propose de donner 2 400 $ par enfant de moins de 18 ans.
Vous voyez ça comme un manque de solidarité, Mme Massé. On est d'accord sur beaucoup de sujets, mais quand il s'agit de donner de l'argent dans le portefeuille des familles, vous voyez ça comme un manque de solidarité. Pourquoi vous opposez à ça, donner 2 400 $ par enfant? Bien, en fait, la solidarité, c'est plus dans les services publics qu'on la trouve, M. Legault. C'est ça que vous n'avez pas l'air à comprendre. C'est quand dans la vie, là, tu en as jusque-là, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'avoir des services de santé au niveau de l'éducation. C'est les services publics qui permettent de pouvoir avoir accès pour les gens qui sont moins fortunés. Je sais que, dans le fond, les choix qui ont été faits dans l'histoire ont souvent été faits pour les gens qui sont en haut de l'échelle. Mais les services publics, ça aide généralement toute la population, et particulièrement les femmes, parce que c'est souvent elles qui sont pas rémunérées pour faire des travails comme aidantes naturelles, s'occuper des enfants, etc., etc. Alors, nous, on n'a rien contre ça. Nous aussi, on veut remettre de l'argent dans les poches. Premièrement, notre révision de la table d'impôt va faire diminuer l'impôt de 77 % de la population. Quand on parle de l'assurance dentaire pour tout le monde, on parle de au moins 600 $ par année par personne dans la famille, dans leur poche. Puis quand on parle du transport en commun, c'est encore là, dans les endroits où il y en a, plusieurs centaines de dollars. Absolument. Alors, voyez-vous, c'est une autre façon de remettre de l'argent dans les poches des gens. Mme Massé, j'ai bien lu votre cadre financier. Puis, dans votre cadre financier, vous augmentez les impôts des individus de 2 milliards, puis vous augmentez les impôts des entreprises de 2,2 milliards. Avez-vous calculé l'impact négatif sur l'économie d'avoir des hausses aussi importantes d'impôts? Alors, si vous avez bien regardé notre cadre financier, on n'augmente pas les impôts de 2 milliards. On augmente les impôts on les échelonne sur 10 paliers, ce qu'on a déjà eu dans les années 70. On les échelonne. Et les individus qui gagnent plus que 97 000 $ sont tranquillement augmentés. Et ceux qui vont devoir faire leur juste part, c'est ceux qui 2 milliards de plus. C'est ceux qui gagnent 225 000 $ et plus, mais ce qui n'est pas rien. Mme Massé, vous collectez 2 milliards de plus des individus, 2,2 milliards pour les entreprises. Donc, c'est de l'argent de moins qu'il va y avoir dans l'économie. Avez-vous évalué l'impact? Absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a évalué l'impact? Bien sûr. On a des économistes avec lesquels on travaille. Quoi que vous pensez. Je vous donne un exemple, les gens vont comprendre. Il y a un crédit d'impôt pour frais financiers. Alors, les gens qui sont très riches, qui sont capables de se payer des brokers qu'on appelle... C'est quoi très riche pour vous? Bien, quand tu ça commence à combien de très riche? Quand tu gagnes 225 000 et plus, M. Legault... Non, mais c'est pas à ce niveau-là que vous augmentez les impôts, là. Quand tu gagnes 225 000 et plus, tu peux faire ta juste part. Mais vous savez, nous, dans le 2 milliards que vous clamez, là, c'est pas juste des hausses d'impôts, on récupère 200 millions de dollars à des crédits d'impôt qui sont donnés à des gens qui ont tellement d'argent qu'il faut qu'ils embauchent du monde la pour se famille. placer. C'est la perception qu'on a pour l'aide aux familles présentement. Merci à 2. Maintenant, on va aller à 4, si vous voulez. Puisqu'on parle de famille, je pense qu'aujourd'hui, il y a un éléphant là, dans la pièce. Une déclaration aujourd'hui du chef libéral à l'effet qu'on peut nourrir une famille de 3 personnes avec 75 $ par semaine. Monsieur Couillard, je vous donne... Est-ce qu'on doit vous prendre au sérieux dans une déclaration comme ça? Certainement, M. Bruno. C'est la situation, elle est regrettable. Écoutez bien, moi, je connais des gens, très près de moi, je connais des gens, je parle à des gens qui le font, malheureusement. Et ici même, à Montréal, cette semaine, il y a des familles qui font leur épicerie, malheureusement, avec ce budget-là. Il faut le reconnaître, sinon c'est manquer totalement de sensibilité à leur égard. Mais ce qu'il faut faire pour corriger la situation, c'est quoi? Développer ensemble les moyens de lutter véritablement contre la pauvreté, ce que nous avons fait avec un plan de lutte à la pauvreté qui sortira 100 000 personnes de la pauvreté. Je ne crois pas que M. Legault en ait présenté un. Mes collègues ici, je crois qu'ils ont des actions dans leur plateforme pour la pauvreté. M. Legault, puisqu'il vous a déjà m'attaquer, je pense que le plus beau plan pour lutter contre la pauvreté, c'est de s'assurer que tous les enfants de 4 ans, d'abord qu'on dépiste leurs problèmes d'apprentissage, puis on commence à leur donner des services. Vous privez 60 000 enfants de 4 ans de services actuellement. Mais revenons sur l'épicerie. Ça m'arrive d'aller faire l'épicerie. Moi, j'ai 2 fils, donc on est 4 à la maison avec mon épouse. 250, 300 $ à chaque fois. Vous avez les moyens, M. Legault. Non, mais ça se peut pas, 75 $, Ah oui, je peux vous présenter. Vous êtes déconnecté. Vous dites que ça vous coûte 75 $. Monsieur Lisée. Je peux répondre à ça, mais je vais être interpellé pour être personnellement. Il est vrai qu'il y a des familles pauvres qui sont obligées, avec 75 $, de faire... Mais ce n'était pas la question qui était posée à M. Couillard et à nous tous, c'était une famille normale.
Une famille normale, d'après ce que vous avez dit, ce serait 1,19 $ par repas, alors que dans les CPE, c'est 4 $, dans les prisons, c'est 3,43 $. Alors, c'est clair que vous ne saviez pas combien ça coûtait pour une famille normale. Maintenant, nous, pour les familles, on veut faire en sorte, oui, contrairement à ce que vous pensez, M. Legault, de leur redonner de l'argent dans leur poche, mais pas en ayant l'effet secondaire d'en donner à des millionnaires. On veut faire en sorte que ce soit gratuit dans les CPE pour le 3e enfant, moitié prix pour le 2e, gratuit pour les gens qui gagnent moins de 35 000 $. Ça, c'est des milliers de dollars dans les poches des familles qui en ont besoin, mais pas pour les démarrer à qui vous donnez 100 000 $ de cadeaux avec votre taxe de baisse de taxe. Prenez les enfants de 4 ans. Là, actuellement, il y en a 20 % qui vont dans les CPE. Donc, vous ne donnez rien. Monsieur Legault, on va y revenir au CPE dans un moment. Je vais entendre Mme Massé là-dessus, sur 75 $ par semaine pour 3 personnes. Bien, effectivement, c'est ce que vivent peut-être certaines personnes. C'est extrêmement déplorable. Mais il y en a qui vivent avec moins que ça encore par semaine. Parce que quand tu as 640 $ à l'aide sociale, tu as payé ton logement qui en coûte au moins 500, il ne te reste pas 75 $ par semaine. La seule façon d'y arriver, et ça, les gens qui ont peu de revenus le savent, c'est d'avoir recours à des banques alimentaires. J'ai rien contre les banques alimentaires, mais dans un pays riche comme le nôtre, ça ne devrait pas exister. On est rendu à l'autre étape maintenant, ça va vite. On parle maintenant d'éducation. Ça va opposer M. Legault à M. Lisée. M. Legault, en éducation, il y a quelques jours à peine, on vous entendait promettre les plus belles écoles lumineuses du monde, des établissements qui vont toutefois accueillir aussi bien des élèves en difficulté, parce qu'un problème, 43 % des garçons ne terminent pas leur secondaire en 5 ans. À quoi allez-vous accorder la priorité? Aux belles écoles ou à l'école obligatoire à 18 ans? Ou... Les deux, c'est-à-dire, ça prend des belles écoles, on doit ça à nos enfants. Puis moi, une des plus grandes fiertés que j'ai dans mon équipe, c'est d'avoir le docteur Lionel Carman, qui est un neuropédiatre de Sainte-Justine, qui est spécialisé auprès des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis il a déposé, il y a quelques jours, un plan pour que tous les enfants de 4 ans soient évalués. Il y en a à peu près le quart qui ont des difficultés d'apprentissage, autisme, dysphasie, dyslexie, troubles d'attention. Puis actuellement, là, ça prend 1 an avant d'avoir un rendez-vous à Sainte-Justine ou ailleurs. Donc, ils sont obligés d'aller au privé. Ça coûte 1 500 $. Il est temps qu'on s'occupe des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. M. Lisée. Là-dessus, on est parfaitement d'accord, mais vous avez fait de la maternelle 4 ans pour tous l'objectif phare, finalement, de votre mandat. Vous avez dit que vous démissionneriez si vous ne faisiez pas ça. Puis vous avez dit, en Ontario, une des raisons pour lesquelles leur taux de diplomation est tellement bon, c'est qu'ils ont fait ça. Mais, M. Legault, en Ontario, ils ont commencé à faire ça en 2011. Le premier diplômé va arriver en 2022. Alors, c'est pas vrai que ça a aidé la diplomation. On ne le sait pas encore. Donc, ce que vous avez dit est incorrect. M. Lisée, regardez, actuellement, il y a 82 000 enfants au Québec qui ont 4 ans. Oui. Il y en a 20 % qui sont dans les CPE, puis seulement 6 % dans les maternelles. Ça veut dire qu'il manque 60 000 places. Ben non. Le seul parti qui propose d'ajouter ces 60 000 places, là, que ce soit des CPE ou des maternelles, c'est la CAQ. Ben non. Et pour moi, oui, c'est l'objectif le plus important, c'est la priorité. C'est comme ça qu'on va s'occuper des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est un devoir qu'on a de donner des services à tous les enfants de 4 ans. Je comprends ce que vous dites. Cependant, vous oubliez de dire qu'il y a, en plus des CPE, énormément de services de garde privés subventionnés avec des critères de qualité très importants. M. Lisée, je veux juste vous amener maintenant aussi aux jeunes qui ont commencé l'année scolaire là, depuis plusieurs semaines déjà et qui ont encore un enseignant temporaire. Parce qu'on n'a pas trouvé d'enseignant pour ces classes-là. Ça arrive trop souvent encore à Montréal. Comment comptez-vous aider immédiatement ces enfants-là qui sont dans l'attente? Bon, bien d'abord, on a un gros problème, c'est que M. Couillard a mis dehors 375 personnes qui aidaient les enseignants justement à alléger leurs tâches. Deuxièmement, il a fait une situation où un jeune enseignant sur 5 est en épuisement professionnel et décroche après 5 ans parce que les conditions sont tellement mauvaises. Donc, il faut s'assurer de réembaucher. Nous, on promet des seuils minimaux pour des gens qui vont aider les enseignants pour faire en sorte qu'ils ne décrochent pas et leur donner une permanence en 3 ans pour stabiliser leur présence dans notre réseau. Vous êtes toujours en débat avec M. Legault. Ce qui est important pour les enfants, puis pour les enseignants, d'abord, si on a des maternelles 4 ans, quand les enfants vont arriver à 5 ans à la maternelle ou à 6 ans à l'école en première année, ils vont avoir déjà corrigé, grâce aux enseignants des maternelles 4 ans,
certains problèmes. La deuxième chose qu'on propose, puis vous ne le proposez pas, c'est que les enseignants actuellement ont 12 échelons. Nous, on dit les 5 premiers échelons, là, on va les sauter. Donc, les nouveaux enseignants vont commencer au 6e échelon. Pourquoi? Parce qu'il faut mieux payer. C'est une des façons de valoriser le rôle d'enseignant. Pourquoi vous ne voulez pas augmenter le salaire des enseignants? Bien, d'abord, parce que la principale priorité dont nous parlent les enseignants constamment, c'est justement des conditions de travail dégradées par les libéraux qui font qu'ils décrochent. Ça, c'est la priorité absolue. Deuxièmement, la pire chose qui pourrait arriver, si vous êtes au pouvoir, c'est d'essayer de coincer 5000 nouvelles places de maternelle 4 ans dans des écoles primaires. Laisse-moi terminer. Dans des écoles primaires qui sont déjà pleines à craquer, où il y a déjà des roulottes. Il y a déjà des roulottes en ce moment. Je suis en train de parler. Oui, mais on a déjà prévu des agrandir. Vous dites des faussetés. OK. Alors, dans votre cadre financier, vous proposez de faire plus de classes qu'en Ontario, avec 6 fois moins d'argent qu'en Ontario. Là, vous mélangez deux choses. Le budget de fonctionnement puis le budget des immobilisations. On va mettre agrandir les Ce qu'ils veulent, c'est des écoles. Je vous arrête 2 secondes. Ça complète vraiment votre échange à deux. On va rester dans l'éducation parce que c'est quand même important. Monsieur Couillard, Madame Massé, vous allez avoir l'occasion aussi d'entrer dans cette discussion-là. Parce que vous, par exemple, vous promettez la gratuité scolaire du CPE au doctorat, une mesure qui devrait coûter, selon votre parti, 2,5 milliards de dollars. Exact. Est-ce possible? Est-ce réaliste? Bien, c'est très réaliste si on a le courage d'aller chercher l'argent où il est. Les autres ont l'air à trouver ça loufoque de faire en sorte que les grandes entreprises, que les pharmaceutiques fassent leur juste part. Nous, on ne trouve pas ça du tout loufoque, M. Bruno. Ceci étant dit, sur la question, parce que la question de la maternelle est assez centrale. Hein? M. Legault, il tient beaucoup, comme si on n'avait pas un réseau éducatif 0-5 ans avec les centres à la petite enfance. Si j'arrivais à vous convaincre, M. Legault, par exemple, si je vous parlais des horaires, maternelle 4 ans, l'école finit à 3h15. Qu'est-ce qu'ils font, les parents? L'école ouvre à 8h30. Il y a des garderies. Qu'est-ce qu'ils font? En plus? Ah ben voilà. Alors, en fait, ça, c'est ma première question. Vous êtes avec M. Couillard là, dans votre échange. Maintenant, avec M. Couillard. Et donc, M. Couillard, vous avez eu la chance de développer notre réseau CPE et vous avez encouragé le développement de garderies commerciales. Est-ce que vous croyez au réseau éducatif des CPE, M. Certainement. On a développé 32 000 places de garde dans le mandat et beaucoup en CPE, mais également, on donne le choix d'autres options pour les parents. Mais M. Bruno, j'aimerais revenir à cette discussion intéressante sur la maternelle 4 ans. M. Legault, votre plan, je pense qu'il doit être un peu précisé. Parce que j'ai regardé votre cadre financier. Vous sous-estimez les frais de fonctionnement. On connaît la différence, nous, entre les fonctionnements et les budgets d'immobilisation de moitié, et il n'y a rien à votre plan d'immobilisation. Donc, vous ne les ferez pas, les 5 000 classes, en 2022. On peut se demander... Mais je vais juste terminer. C'est un échange à deux, là. Je vais juste terminer. Vous allez avoir l'occasion après dans l'échange à 4. Je vais juste terminer, M. Bruno. Allez. Ce qu'on voit, je pense que pour les téléspectateurs, les Québécois, c'est apparent. On a M. Lisée qui voit juste les garderies, puis il ne veut pas les maternelles 4 ans. M. Legault, il veut juste les maternelles 4 ans. Puis il ne veut pas les garderies. C'est comme les deux vieux amis qui chicanent chacun pour leur réseau. Moi, je dis, on va mettre les deux réseaux ensemble au service des enfants du Québec. Mais comment allez-vous donner, puisqu'on parle de ces jeunes qu'on veut amener là, avec la gratuité scolaire, comment vous allez leur donner une éducation qui les prépare à l'économie de demain? Bien, en fait, je vous dirais que le système éducatif, c'est un système qui s'adapte et se renouvelle constamment. Je veux dire, le monde de l'enseignement, qu'il soit primaire, secondaire ou postsecondaire, c'est un monde qui s'adapte, qui ouvre les portes, qui ouvre les esprits à ce qui se passe actuellement. Et pour nous, la gratuité, c'est de permettre à tout le monde d'éliminer l'ensemble des barrières. Et je vous dirais plus que ça, c'est de nous permettre de finaliser le projet initial de l'école publique au Québec. Et c'est pourquoi nous, on veut mettre fin au financement des écoles privées par les fonds publics. Mais on croit que la mission fondamentale de notre système d'éducation, c'est de mieux préparer encore les enfants au monde de demain. Dans un monde complètement transformé. Vous parliez des technologies. Voilà une bonne remarque. Nous, on veut leur enseigner le codage, la programmation. Je l'ai vu dans les classes, ça fonctionne bien. Mais il faut intervenir tôt. On a des désaccords sur la façon d'intervenir tôt. Il faut faciliter les transitions, par exemple, de la maternelle à l'école, de l'école primaire à l'école secondaire. Il faut encore mieux apprendre à lire et à écrire les compétences fondamentales, créer des milieux stimulants avec des belles écoles et l'enseignement des technologies modernes. C'est ça qu'un réseau d'éducation doit faire. Mais, Monsieur Couillard, si vous y croyez vraiment, pouvez-vous m'expliquer comment vous avez laissé votre ministre de l'Éducation? Vous nous parlez des budgets d'austérité que vous avez faits comme si c'était le seul chemin à suivre.
Nous, on vous démontre qu'il y avait d'autres chemins à suivre. Vous ne l'avez pas choisi, c'est le peuple qui en jugera. Ceci étant dit, par rapport à l'éducation, lorsqu'on voit les postes, les compressions qui ont été faites, les postes de professionnels qui ont été retirés des écoles, orthopédagogues, psychoéducateurs, j'en ai dans mon comté, là. Vous avez beau dire non, là, mais dans mes écoles, il y en a. Les écoles dépérir par manque de soutien financier dans le PQI. Comment vous pouvez dire aux Québécois et Québécoises, bien, l'éducation, c'est important pour nous? On va élargir la discussion à 4 maintenant, parce que c'est intéressant. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire là-dessus aussi. Mais on parlait de formation il y a un moment. Je veux juste vous amener aussi à la formation des enseignants. On se rend compte que la moitié ne réussit pas dès son premier essai, son test en français à l'université. Ce sont eux qui vont enseigner le français. Il y a un problème. Est-ce qu'on diminue la qualité de l'enseignement par la force des choses? C'est sûr que l'exigence est nécessaire. Et le fait que des gens l'échouent et doivent recommencer, c'est un signal qu'on envoie d'excellence pour le français. Moi, je voudrais revenir sur ce que Mme Massé a dit. Je vous ai vu avec moi tous les premiers lundis du mois, pendant des mois, faire des chaînes humaines autour des écoles parce que les coupures que M. Couillard dit qui n'existaient pas existaient. Les parents, les enfants, les enseignants, les directeurs d'école nous disaient que c'était fou ce qui était en train de se passer. Ils perdaient leurs orthophonistes et tout ça. Je pense, M. Couillard, que vous n'avez pas de crédibilité aujourd'hui pour dire que vous allez réparer ce que vous avez brisé. Et vous n'avez jamais admis que vous aviez fait mal à des dizaines de milliers d'enfants par vos compressions, alors que des surplus s'accumulaient dans vos coffres. M. Bruno, ce qui brise nos services publics, c'est les déficits et l'endettement. Nous, on y a remédié. Vous nous aviez donné ça, malheureusement, en héritage. On s'en est occupé, on l'a réglé. Maintenant, avec cet argent qu'on a mis dans l'éducation, ça nous a permis, tenez-vous bien, d'engager plus de 3000 personnes de plus qui sont présentes physiquement dans nos écoles aujourd'hui, des enseignants, des orthopédagogues, des orthophonistes, et on va aller jusqu'à 8500, et même plus parce qu'on veut ajouter une deuxième personne dans la classe de maternelle et de première année de nos enfants. M. Bruno, ce n'est pas exact. Oui, M. Bruno. Ce n'est pas exact. D'abord, ce qui est important, c'est d'agir tôt. Si on veut augmenter nos taux de diplomation, il faut agir avant 6 ans, idéalement 3 ans, mais disons au moins 4 ans. Actuellement, sur 82 000 enfants de 4 ans, il y en a 60 000 qui ne sont pas ni dans les CPE, ni dans les maternelles 4 ans. Moi, je veux bien débattre, là, est-ce que c'est mieux CPE ou maternelle 4 ans? C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, là, c'est que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ne sont pas dépistés parce qu'il y a 1 an, 2 ans d'attente. J'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent « ça coûte 1 500 $ au privé faire évaluer mon enfant, puis j'ai pas le choix, sinon j'attends 1 an, 2 ans. » On a une responsabilité comme gouvernement au Québec, voyons donc. Et c'est pour ça, M. Legault, qu'on a des services publics. C'est parce que les parents n'ont pas à payer ça. On a décidé il y a longtemps qu'il fallait se soutenir ensemble les uns les autres. Mais moi, je reviens sur le CPE, juste un petit élément que je pense que vous ne comptez pas dans l'affaire. C'est quand vous dites qu'il faut dépister, puis c'est vrai, il faut dépister tôt, il faut aider les parents quand c'est dépisté. Vous savez que le ratio enseignante à la maternelle est de 1,17, alors qu'au CPE, il est de 1,10. Alors moi, je crois à la qualité de l'éducation des réseaux de la petite enfance. Monsieur Bruno, évidemment, ce qu'on remarque est vrai, la question du diagnostic pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Notre ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, qui est un des ministres les plus appréciés par les enseignants et les parents qu'on ait vus depuis longtemps, a dit maintenant, on n'attendra pas le diagnostic, on va tout de suite prendre en charge l'enfant. Le diagnostic se fera pendant ce temps-là. Le fameux code du ministère, là, il arrivera plus tard, mais on ne retardera pas la prise en charge. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller au pratico-pratique. M. Bruno, on prend le choix de la qualité. Même les experts réunis par le gouvernement libéral ont dit pour les enfants en difficulté et le dépistage, ils devraient tous aller dans des CPE. Dans des CPE, c'est ce qu'ils ont dit, pas des maternelles 4 ans. Et c'est pourquoi, pendant 4 ans, il y a 50 des enfants qui sont dans des... Et je veux juste dire, en terminant, que nous allons compléter, il n'y aura plus aucune liste d'attente pendant les 4 ans de notre gouvernement. À Sainte-Justine, là, les médecins sont tellement découragés des délais d'attente pour dépister les enfants qu'il y en a un, Lionel Carman, qui a décidé d'être candidat de la CAQ pour régler ce problème-là. Bon, ça complète déjà notre premier thème, qui était la santé, famille et éducation. Il est déjà 20h40, alors on passe au deuxième thème. Le deuxième thème est l'immigration et l'identité, et notre premier face-à-face pose M. Legault à Mme Massé. M. Legault, d'abord, je m'adresse à vous. Vous voulez diminuer le nombre d'immigrants au Québec. Vous voulez imposer des tests de français et des tests de valeur.
Vous voulez expulser les immigrants. Mais depuis une semaine, votre position change constamment. Le nombre de reprises de tests est maintenant limité. Ceux qui échouent auraient le droit à un délai supplémentaire d'1 an. Au bout du compte, la procédure d'expulsion est complètement floue. Enfin, bref, personne ne s'y retrouve. Monsieur Legault, les électeurs se demandent si vous avez les compétences pour gérer des dossiers importants comme celui-là. Bon, d'abord, là, je sais que M. Couillard essaie de faire peur au monde avec l'immigration. Notre position est pourtant assez simple. Pour les immigrants économiques, le Québec a la responsabilité de donner le certificat de sélection. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant de donner le certificat de sélection, on va exiger 2 choses, un test de français et un test de valeur. Il n'est pas question d'expulser. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'acceptera pas. Vous avez changé d'idée, là. Non. Ce qu'on dit, là, les seuls qu'on veut expulser, là, c'est le Parti libéral. C'est le seul qu'on veut expulser au Québec, c'est le Parti libéral. Non, mais vous avez toujours dit que s'ils échouent après 3 ans, ils allaient être expulsés. C'est comme quelqu'un vous allez en expulser qui est sans combien statut, dans un mandat de 4 ans? Il n'est pas question d'expulser une personne. On dit qu'on ne va pas les accepter. On ne va pas les accepter. M. Couillard puis ses amis là, essayent de faire peur au monde. On dit qu'on va avoir des tests. S'ils ne sont pas réussis, ils ne sont pas acceptés. Monsieur Legault, ça fait quelques années maintenant, depuis 4 ans, je suis au Parlement, et je dirais que je pense que je vous crois quand vous dites que vous n'avez rien contre les immigrants. Je vous connais, je vous ai assez côtoyé pour affirmer quelque chose comme ça. Ceci étant dit, je suis d'accord avec M. Bruno, il y a quelque chose qui a changé, ou en tout cas qui n'est pas perçu pareil. Moi, je me demande en fait si vous êtes mis à l'écoute de vos conseillers, parce que dans le fond, il y a un certain temps, ça vous faisait gagner des votes, ça, M. Legault. Est-ce peut-tu qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Ce que je regarde actuellement, Mme Massé, c'est qu'on a eu 4 échecs. Beaucoup d'immigrants quittent le Québec. Les taux de chômage, 14 % dans les 5 premières années. 58 % l'année passée qui ne parlent pas français et presque pas d'immigrants en région. Nous, ce qu'on dit, là, les libéraux sont passés de 40 000 à 50 000 avec Jean Charest. Si on revenait à 40 000, là, on aurait plus d'immigrants par année, toute proportion gardée, que les États-Unis ou la France. Notre capacité d'intégration, là, selon moi, est à 40 000 et pas à 50 000. Mais là, moi, j'ai besoin de comprendre. Il me semble que vous étiez dans le gouvernement qui a mis la hache dans les COFI, si je ne m'abuse, au début des années 2000, qui étaient ces lieux profonds d'intégration. Tous les nouveaux arrivants nous en parlent. Et pourquoi vous avez fait ça? Bien, parce qu'il y avait encore cette logique de « on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'argent ». Bien, en fait, on en a assez d'argent si on a le courage d'aller chercher. Madame Massé, vous proposez d'en accepter davantage. Nous, on dit que le nombre de nouveaux arrivants qui sont là, c'est correct. Mais comment les intégrer, alors? Mais ce qu'il faut, c'est les intégrer. Comment? Et c'est ça. Bien voilà, c'est là que les gouvernements antérieurs ont échoué. Comment se fait-il qu'encore, moi, ça fait 30 ans que je travaille avec ces personnes-là, encore j'entends que le problème, c'est la reconnaissance des diplômes puis la reconnaissance des compétences. Pourtant, je pense que Québec solidaire offre une solution très simple. C'est ça, M. Bruno, vous avez raison. La clé, c'est l'intégration. Donc, actuellement, le gouvernement, depuis 15 ans, a eu un échec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez fait de reconnaissance des diplômes, de l'expérience. Ils n'en ont pas assez envoyé en région. Ils n'ont pas assez choisi en fonction des besoins du marché du travail. Ils n'ont pas donné assez de cours de français. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va baisser de façon temporaire à 40 000, le temps d'être capable de bien intégrer, et après, on va augmenter. Ça laisse la discussion maintenant aux 2 autres candidats, parce que vous avez abordé un thème qui est bien important sur savoir le nombre, d'une part, M. Couillard, M. Lisée en opposition. Il y a 2 choses là-dedans. Il y a le nombre, il y a les régions. Monsieur Lisée, il faut reconnaître que les régions en veulent plus, que les gens n'y vont pas nécessairement non plus. Comment vous allez faire pour les intéresser à y aller, et surtout les intégrer là-bas, pour qu'ils y restent? Bon, d'abord, nous, notre objectif est clair. On veut qu'il y ait au moins 25 % des nouveaux arrivants qui arrivent en région. Comment? Il ne faut pas faire l'erreur que M. Couillard a faite de les amener à Montréal, puis ensuite, 1 an plus tard, d'essayer de les convaincre de venir en région. Il faut les amener directement. Le soudeur chilien, il y a des jobs de soudure en Abitibi, en Gaspésie, on les amène directement là. On soutient les organismes qui aident à l'intégration, mais aussi, on s'assure qu'ils ont les outils du succès avant de venir, donc une connaissance suffisante du français pour pouvoir se mettre à faire de la soudure dès leur arrivée, que leurs épouses aussi ou époux ne soient pas ostracisés quand ils arrivent parce qu'ils ne comprennent pas la langue. C'est une condition
à l'entrée qui est très importante pour le succès. Monsieur Couillard. Ce que je remarque, c'est qu'on a maintenant 2 chefs de parti qui veulent diminuer l'immigration au Québec, alors qu'il n'y a aucun soutien personne, ni par les milieux économiques. Il n'y a pas un seul regroupement d'affaires au milieu économique qui a appuyé ça. Et là, on l'a vu avec les municipalités, c'est la même chose. Mais je voudrais rapidement régler cette question d'expulsion. M. Legault, au premier débat, je vous cite, là, vous avez dit quelque chose que je vais trouver particulier. Je vais juste le dire comme ça. On ne veut pas expulser des citoyens, on veut expulser des gens. Je vous cite en toutes lettres. On veut expulser des gens. Alors, faites pas croire aux Québécois que là, soudainement, vous avez changé d'idée là-dessus. Également, vous présentez l'immigration. Vous avez droit de réplique. Je voudrais poursuivre, j'ai pas terminé. Mais je pensais qu'on était en échange. Je voudrais poursuivre également sur la question du taux de chômage et de l'intégration. Oui, il y a beaucoup de travail à faire, on pourra en reparler certainement, mais vous avez déformé la réalité, M. Legault. Parce qu'en fait... Vous n'êtes pas avec M. Legault, là. Vous êtes avec M. Lisée. Mais je veux parler à M. Legault de ça. Vous avez l'occasion de le faire dans le débat 4. C'est pas les règles, M. Legault a déformé les faits en oubliant de mentionner qu'il y a une baisse de 50 du taux de chômage des immigrants depuis quelques années. Maintenant, pour l'installation en région... Oui, alors, moi, je vais dire quelques mots quand même. Ça m'intéresse énormément, l'immigration. Non, mais parce que la démographie, c'est un point important. Absolument. Il y a un poids démographique, le poids du Québec par rapport au reste du Canada. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'immigration également aussi? Bon, c'est-à-dire, écoutez, le Québec est très peu écouté dans le Canada. On va faire notre politique d'immigration en fonction de nos besoins, des besoins de nos régions, et on va faire en sorte d'avoir une intégration qui est réussie. M. Couillard avait un objectif pour les travailleurs économiques d'avoir 85 d'entre eux qui parlent le français au point d'entrée. Il a complètement échoué. Vous n'avez jamais réussi votre objectif. En fait, c'est de pire en pire, année après année. Et on le sait que la plupart des gens qui ne parlent pas français quand ils arrivent, ils s'en vont. C'est ceux qui s'en vont. Ce sont des rêves brisés. Tous les chiffres le montrent. Alors pourquoi est-ce qu'on serait moins intelligent que la Hollande et le Royaume-Uni en disant, écoutez, on va même vous payer vos cours de français avant que vous veniez, mais pour être certain que vous ne partirez pas en Ontario ou à New York une fois que vous allez réaliser que sans le français, il n'y a pas de succès à avoir ici. Effectivement, là où également, il y a eu une déformation des faits. En fait, le taux d'immigrants qui restent au Québec est le 4e au Canada. C'est pas vrai qu'on fait moins bien qu'ailleurs. Ça a été prouvé récemment dans une étude de l'Institut du Québec. On est la moins bonne des grandes provinces. On est à 84 On est d'accord là-dessus. On est la moins bonne des grandes provinces. Mais on fait bien, et on va continuer de s'améliorer. La moins bonne des grandes. Ce qu'on veut faire, M. Bruno, ce qui est en place déjà, c'est un changement radical du système d'immigration. C'est plus premier arrivé, premier servi. Chaque candidat ou candidate doit écrire une lettre d'intention. Ça, c'est très bien, mais vous n'avez pas réussi votre objectif de 85 Oui, chaque candidate doit écrire une lettre d'intention décrivant son profil. Et ces lettres d'intention vont être pairées avec les besoins non seulement des régions, mais des sous-régions, des MRC. Et là, on va arriver avec une distribution en région beaucoup plus efficace et beaucoup plus active parce que les groupes communautaire d'accueil sont déjà mieux financés pour les accueillir. C'est très bien. J'applaudis à ça. C'était dans notre politique d'immigration. Vous l'avez reconduit, c'est très bien. On va faire le sujet maintenant de débat 4 à votre propre objectif. Je veux juste vous lancer sur... Parce que vous avez fait de l'immigration, finalement. Oui, vous allez avoir l'occasion de répondre, M. Legault. Vous avez fait de ce sujet-là, quand même, la question de l'urne. M. Legault a fait cette question-là une question électorale. Bien, la question de l'urne. Et même si la majorité des Québécois n'approuvent pas nécessairement qu'on augmente le nombre d'immigrants, en tout cas, les sondages le disent. Mais quand même, avec cette sortie, est-ce que vous n'avez pas enflammé le discours, monsieur? Mais M. Bruno, c'est pas moi qui l'ai enflammé. C'est pas moi qui ai mis l'immigration et les expulsions sur la table. Je regrette, là. M. Legault dit on fait peur, il nous accuse de vouloir faire peur, mais c'est lui qui fait peur aux Québécois et également aux nouveaux arrivants en les menaçant d'expulsion. Puis là, il dit tout d'un coup, aujourd'hui, personne ne peut le croire, M. Bruno. Je n'ai jamais voulu expulser personne. Il ne faut pas se moquer du monde. M. Legault. M. Couillard, je ne suis pas parfait. Ça m'arrive de faire des erreurs. Hein? Quand j'ai répondu à certaines questions sur l'immigration, j'écoute les gens, puis je corrige mes erreurs. Vous, ce que vous aimez faire, c'est de donner des leçons. Vous devriez moins donner de leçons puis écouter la population. La population, les Québécois, là, ils veulent avoir plus d'argent dans leur poche. Ils n'aiment pas Gaétan Barrette. Ils veulent avoir des services en santé. Vous essayez de faire de l'immigration la question de l'urne parce que vous êtes habitués de faire ça avec la souveraineté. Les Québécois n'embarqueront pas là-dedans. Les Québécois n'aiment pas recevoir des leçons. Les Québécois sont accueillants avec les immigrants puis vont continuer de l'être. Puis moi, si je suis premier ministre, là, je vais tout faire pour mieux intégrer. C'est ça que je dis, en prendre moins, mais en prendre soin. Vous déformez mes propos. Très rapidement, je ne pense pas que les Québécois soient d'accord avec le fait d'expulser des gens. On ne parle pas d'expulser. Je viens de vous citer, M. Legault. Ben non, on ne parle pas d'expulser des citoyens. Vous le savez à part de ça. C'est ça qui est le pire. M. Legault, vous l'avez dit. On n'expulse pas des citoyens. Des gens. Le seul qu'on va expulser. C'est juste des gens.
Non, C'est ça. c'est pas des citoyens. Non, c'est juste des gens. Qu'est-ce que vous faites avec un travailleur temporaire qui a son permis est échu? OK, Qu'est-ce c'est- que vous faites avec un touriste qui veut rester ici? Donc, Hein? bon, Ce on que a je vous compris, dis, M. M. Legault, Couillard, là, allez, le on a compris. On a seul compris. qu'on veut Parfait. Monsieur expulser, Lisée, c'est Monsieur le Parti Lisée. libéral Vous du l'avez Québec. déjà dit. C'est tout. On l'a compris. C'est tout. Gardez votre calme. C'est M. Legault. tout. Vous l'avez déjà dit. Écoutez, nous, ce qu'on veut, là, c'est que les nouveaux arrivants qui arrivent soient un succès. Puis on ne veut pas, comme vous, leur dire, si vous venez, peut-être que pendant 3 ans, à la fin, on va demander à Ottawa de vous déporter. C'est ça que vous dites. Nous, on dit non, non, non. On veut s'assurer que vous ayez une bonne connaissance du français, qu'on reconnaisse vos diplômes puis vos acquis, que vous signez une déclaration disant que vous êtes d'accord avec nos valeurs, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité de l'État. Puis une fois que vous avez fait ça, on vous accueille pour Ben, j'ai une toujours. Madame pour Massé. toujours. Ouais. On est une société d'accueil, pas de Madame d'écueil Massé, comme s'il vous vous. plaît. Ben, j'aimerais poser une question. En fait, M. Bruno, ce qui est fascinant, c'est que ce thème-là ne devrait pas se retrouver comme enjeu d'une élection présentement. Savez-vous pourquoi? Parce que dans les faits, là, il n'y a pas d'enjeu. Il y a l'enjeu de l'intégration, mais pas de l'immigration. Et ce qui, moi, me fait mal au cœur, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de tests, qu'on parle de chartes, qu'on ne fasse pas d'intégration, c'est qu'on a des impacts directs sur la vie de personnes qui nous ont choisis au Québec parce qu'ils nous aiment. Ça me fait de la peine. M. Legault. Ben, j'ai une question pour M. Lisée. Oui. On va prendre ce que vous proposez. Prenons un soudeur qui Oui. va aller travailler en Beauce, mais Exact. qui ne parle pas français. Oui. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, il doit réussir le test avant. Oui. Est-ce que vous le prenez ou vous ne le prenez pas? Ben, écoutez, on fait comme le Royaume-Uni, comme la Hollande, Est-ce qu'on comme le prend? l'Autriche. On va lui dire, vous attendez votre certificat de sélection, ça va prendre plusieurs mois. Donc, on ne le prend Voici, pas. je suis en train de répondre à votre question. Voici les lieux où vous pouvez faire votre cours de français. On vous fait même en ligne. Et si vous le passez, on va vous le rembourser. Vous êtes très motivé à Voilà. venir. Vous voulez quitter votre lieu pour venir chez vous. C'est le moment de Ça votre complète motivation pas. maximale. On le prend Ce pas, débat tu parles pas 4. français. Merci. C'est une condition C'est tout le temps qu'on a. d'entrée, bien sûr. M. Lisée, merci. M. Legault, M. Couillard, Mme Massé. Ben là, c'est notre face-à-face, M. Couillard, M. Legault, on revient sur la laïcité maintenant. Parce qu'on a parlé de l'immigration, mais votre adversaire, M. Legault, veut interdire les signes religieux aux personnes en position d'autorité, comme par exemple juges, policiers, mais aussi les enseignants. M. Couillard, votre loi sur la neutralité passe pas le test des tribunaux. Alors, c'est un débat qui fait du surplace. De quelle façon peut-on régler cette question une fois pour toutes? M. Bruno, on ne sait pas encore si la loi 62 passe ou non le test des tribunaux. Ce n'est pas un jugement sur le fond. Non, je regrette, M. Bruno, ce n'est pas un jugement sur le fond qui a été prononcé. C'est un délai pour que le tribunal se prononce sur le fond. Donc, ce n'est pas exact, avec tout respect, de dire que les tribunaux ont fait échouer la loi. On verra bien quelle sera leur Passe décision. difficilement le test, en tout cas. Monsieur, ouais, bravo. Alors, M. Bruno, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a tenu exactement les engagements qu'on avait pris. On avait dit aux Québécois, ça fait plusieurs années, on n'a jamais changé, nous. On a dit, on va réglementer ou gérer cette question de voir comment on décide des demandes d'accommodement. On va déclarer la neutralité religieuse de l'État et on va demander le visage découvert pour les services publics pour des raisons d'identification, de communication et de sécurité. C'est exactement ce qu'on a fait. Il n'est pas nécessaire de faire plus. On n'a pas de crise actuellement au Québec sur cette question. M. Legault. Bon, écoutez, on a eu le rapport Bouchard-Taylor il y a 4 ans. Il y a eu beaucoup de sondages de fait. Il y a une majorité de Québécois qui disent les personnes en autorité, comme les policiers, ne devraient pas pouvoir porter de signes religieux, comme un hijab pour une policière. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Pire, vous dites, moi, je veux juste défendre à visage couvert et je ne suis pas prêt à utiliser la clause non-obstant. Pourtant, Robert Bourassa, qui était le chef du Parti libéral du Québec, l'a utilisé, la clause non-obstant, parce qu'on est une société distincte. On a le droit de défendre nos valeurs. On a même le devoir, quand on est premier ministre du Québec, de défendre notre identité. Pourquoi, M. Couillard, vous voulez permettre à une policière de porter un hijab? Pourquoi, M. Legault, voulez-vous retirer des droits à une Québécoise? Parce que là, vous parlez d'elle comme si elle était dépersonnalisée, déshumanisée. C'est une personne, c'est une Québécoise qui a des droits comme vous. On est tous les trois là, Et voilà. d'accord. Et Il y a l'autre- juste vous qui est contre. Et l'autre erreur que vous faites avec respect, M. Legault, c'est que dans une société, on ne dispose pas des minorités avec les sondages. Surtout pas. On ne gouverne pas avec les Donc, sondages sur la c'est pas question des droits de important. l'homme. La majorité des Québécois sont d'accord. Pour vous, c'est pas important. Une société doit également respecter et protéger ses minorités, M. Legault. Donc, vous ne Affirmer- voulez pas écouter la majorité des Québécois qui disent une personne en autorité, comme un policier ou une policière, qui a un signe religieux,
n'a pas une apparence de neutralité face à un prévenu qui est d'une autre religion. Nous, au Québec, on préfère, là, puis ça fait longtemps qu'on est passé à la laïcité, puis l'État, puis les lois, ça passe avant la religion. Vous dites, là, une policière en autorité ou un policier en autorité peut porter un signe religieux. On est trois à penser le contraire de vous. M. Legault. Pourquoi Regardez, vous êtes contre la majorité des Québécois? M. Legault, je répète encore ce que j'ai dit sur les minorités. C'est important pour une société démocratique de s'occuper des droits des minorités autrement que par sondage, en tout respect, M. Legault. Protéger nos valeurs? Les valeurs et les droits de tous les Québécois, incluant celles dont vous parlez avec un mépris à peine voilé. Alors, ce que je vous... Encore donner des leçons. Mais ce que je voudrais dire, M. Couillard, les Québécois sont tannés de vous entendre donner des leçons comme ça. Ce que je voudrais dire en concluant, M. Legault, c'est comme c'était le cas en 2014, combien y a-t-il de policières actuellement qui portent un hijab? Un premier ministre est là pour prévoir. Combien y a-t-il? Il y a des policiers dans le GRC qui portent des signes religieux. Correct. Il va y en avoir. Vous le savez. Il faut prévoir. Il faut préparer l'avenir. Vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas écouter la majorité des Québécois. Vous ne voulez pas défendre nos valeurs. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je défends les droits de tous les Québécois. M. Legault, je vais me battre pour les droits de tous les Québécois. Merci. C'est votre choix. On aura l'occasion aussi d'y revenir dans le débat à 4, mais j'ai un thème qu'on veut aborder parce que les gens nous l'ont soulevé beaucoup, celui-là, parce qu'on veut parler de l'avenir du Québec. Et comme vous êtes deux partis souverainistes, avec deux stratégies différentes sur la tenue du référendum, l'un est prêt à l'enclencher rapidement et l'autre le reporte d'un mandat, pardon. Le Parti québécois, donc, veut le reporter. Vous, Mme Massé, pourquoi vous ne mettez pas ça en veilleuse pour l'instant, alors qu'une majorité de Québécois, dans les sondages, dit non, ce n'est pas la priorité, notre priorité? Bien, en fait, on gêne justement parce qu'on ne gère pas par sondage. Nous, on a un projet de société à présenter aux Québécois et Québécoises. Ils et elles le savent. Ils savent que pour faire le virage nécessaire pour protéger notre environnement et lutter contre les changements climatiques, ça va nous prendre tous nos moyens et Ottawa en a présentement dans les mains. Ce projet de société-là, M. Bruno, on le porte et quand on en parle, même à des gens qui, historiquement, étaient plutôt fédéralistes, considèrent que la fierté d'un Québec qui se tient debout, ils ont envie de faire partie de ça. Madame Massé, en fait, quand vous dites que vous allez réaliser l'indépendance dans le premier mandat, ce n'est pas exactement ce qu'il y a dans votre programme. Ce qu'il y a dans votre programme, c'est d'élire au suffrage universel, donc de tous les Québécois, y compris les fédéralistes, une assemblée qui va essayer de voter une constitution d'un Québec indépendant. Et dans cette constitution, vous avez dit, puis j'aimerais revenir là-dessus, parce que plus tôt dans la campagne, vous êtes échappé, vous avez dit, bon, il y a deux langues officielles au Québec, le français et l'anglais. J'ai pensé que c'était une erreur, puis je l'ai dit, je vous ai donné le bénéfice du doute. Mais là, on a retrouvé une citation que vous avez faite en disant que dans cette Assemblée constituante, nous allons décider which language we want to share, which language we want to use in common. So, ce que vous dites, c'est que dans votre Assemblée, s'il y a assez de fédéralistes et d'anglophones, elle pourrait décider que les deux langues sont officielles au Québec. Monsieur Lisée, je suis contente que vous l'ayez dit en anglais parce que il y a 4 ans, le lendemain de mon élection, j'ai effectivement, en anglais, dans une langue que je maîtrise très mal, si vous voulez, là, je suis capable de le dire, j'ai dit effectivement ça. J'ai fait une erreur. OK. Bon, alors revenons sur cette Assemblée. Revenons sur l'Assemblée. Ben oui, vous m'avez questionné alors dans ça. Oui, vous m'avez attaqué, mais là, je veux répondre à votre question. Bien sûr. Alors, par rapport à la question de l'Assemblée constituante, vous semblez trouver ça bizarre, mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que la société civile est rendue là, M. Lisée. Québec solidaire le porte depuis 12 ans. Mais la question, tous les deux, là, porte sur le projet et l'urgence de ce projet-là parce que les gens ne sont pas intéressés. Les jeunes qui étaient votre clientèle au Parti québécois n'en veulent pas de souveraineté. Alors, pourtant, les jeunes chez nous en veulent. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler au nom de tous les jeunes. Il y a des jeunes fédéralistes, il y a des jeunes dans nos 4 partis. Il y a plus de membres jeunes dans notre parti que de membres de la CAQ au total. Alors, il faut aller rapidement. Moi, ce que je trouve, c'est que dans la démarche, en tout respect, Mme Massé, vous allez donner au Parti libéral du Canada, au Parti libéral du Québec, le loisir de faire élire des gens qui vont faire capoter votre truc. Nous, on pense qu'il faut prendre 4 ans pour redonner l'élan à la nation, mettre à jour les études, faire une offre indépendantiste, et en 2022, ce sera le centre de l'élection. Mme Massé.
nous, on pense que c'est le peuple qui doit faire la souveraineté. Et moi, je n'ai pas peur de la démocratie, M. Lisée. C'est drôle, hein? Moi, d'élire une assemblée constituante du peuple québécois dans toute sa diversité, qui a comme mandat d'écrire la Constitution d'un Québec indépendant, et qu'après ça, le peuple votera sur cette Constitution-là. Au lieu de donner un vote en blanc, ils vont écrire ensemble cette Constitution. Je suis désolé de moi, vous je trouve dire, ça trippant. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Oui, j'étais après leur indépendance, jamais avant. Non, mais je suis désolé de devoir vous dire, j'étais avec M. Parizeau en 1995 et on a vu comment le camp du non, les fédéralistes, Power Corporation ont tout fait, ont brisé les règles. Alors, votre Assemblée constituante au suffrage universel, elle va se faire kidnappée par les fédéralistes. Et c'est la recette de l'échec. Je m'excuse de le dire, c'est de la pensée magique ce que vous faites. Dites ça aux auditeurs de la société civile indépendantiste qui croient que l'Assemblée constituante... Je sais que tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Sur la souveraineté? Oui. Bien, écoutez, quand vous avez accueilli Jean-Martin Hossan, puis Jean-Martin, je sais que c'est important pour lui, utiliser des fonds publics pour préparer la souveraineté, vous avez dit oui. C'était la condition pour que Jean-Martin Hossan revienne au PQ. Moi, je pense que les Québécois... Non, mais je vais répondre à votre question. Je veux juste finir ma question. D'accord. Les gens Rapidement, le temps passe. Les gens travaillent fort. Ils donnent 25 de leur paye. Vous, là, combien de fonds publics vous allez utiliser pour préparer la souveraineté du Québec? Combien? D'abord, on ne préparera pas la souveraineté du Québec. Nous allons faire avec l'argent équivalent de ce que Robert Bourassa et Jacques Parizeau, 2-3 millions de dollars au maximum. Parfait. M. Couillard, parce qu'il faut clore ce dossier tout de suite. Pour réclamer les milliards que nous n'avons pas. Vous ne parlez jamais des milliards fédéraux que nous n'avons pas. Je ne sais pas pourquoi. M. Couillard, pour terminer là-dessus. On semble parler du bon vieux temps. Moi, je vais parler du Québec d'aujourd'hui. Puis je vais tout simplement dire que moi, je suis très, très optimiste pour le Québec. Puis comme nous tous ici sur ce plateau, je suis très fier d'être québécois, je suis très fier du Québec. J'ai pas peur de personne, moi. Mon identité québécoise, notre identité québécoise, elle n'est pas menacée, elle est forte. Elle est enviée partout dans le monde. Parfait. Quand je vais ça dans le monde, termine le dossier. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais je vais y aller dans un face-à-face, Mme Massé et M. Couillard. Et c'est le français, la langue, c'est l'âme de l'identité québécoise. Vous voulez revenir à la formule originale de la loi 101 que vous avez soulevée. De quelle façon vous allez vous prendre pour rétablir la primauté du français à Montréal? Bien, en fait, nous, on croit que c'est beaucoup dans le travail qu'actuellement, il y a des ratés. Vous savez, il y a plein de personnes qui ne se trouvent pas d'emploi parce qu'ils ne parlent pas anglais. Et pourtant, ils maîtrisent très bien le français, qu'ils soient nouveaux arrivants ou anciennement arrivés. Alors donc, pour nous, de mettre l'entreprise privée à contribution pour la fierté de notre langue, on pense que c'est la moindre des choses. On veut parfois, malheureusement, dépeindre le déclin, soi-disant, du français, alors que les données montrent que le français progresse au Québec. Il y a plus de gens maintenant, 84, oui, M. Bruno, il y a 94,5 des gens au Québec qui soutiennent une conversation en français. C'était 93 il y a quelques années, lorsque M. Lisée écrivait des discours pour, je crois, M. Bouchard. Mais promenez-vous à Montréal, les affiches en anglais, là, il y en a plus que jamais, et on se fait aborder en anglais. Parlons affiches, M. Bruno. Nous sommes le seul parti, ici, qui a renforcé la loi 101. Sur l'affichage et les marques de commerce. M. Lisée et son parti ont été au gouvernement 18 mois. Ils n'ont pas osé le faire. Nous, on l'a fait. Bien, les faits sont là. Nous sommes le seul parti, M. Lisée, à avoir agi sur les marques de commerce. Madame Massé, c'est notre temps. On va le prendre. Merci. Alors, il y a quelque chose qui est fascinant. Vous accusez M. Lisée de ne pas avoir fait quelque chose, peut-être, mais il y a quelque chose que vous, en 15 ans, et le gouvernement du Parti québécois, en 1 an et demi, n'ont pas fait. C'est d'appliquer l'article 1 de la loi 104. L'article 1 qui dit que l'État a le devoir de communiquer en français avec les entreprises qui sont sur son territoire. Moi, je me dis, là, je ne comprends pas. Si on a l'amour de la langue, bien sûr qu'un des éléments premiers, c'est de s'assurer que notre fonction publique, on y envoie le message, vous parlez en français avec les entreprises qui vous communiquent. Alors, vous avez bien fait la différence entre les individus et les entreprises. Oui. J'ai remarqué, donc, on s'entend que pour les individus, ils ont le droit de recevoir la correspondance dans leur langue. Okay. Maintenant, pour les entreprises, moi, j'ai signé des lettres à des entreprises d'ici et d'ailleurs depuis que je suis premier ministre. J'ai toujours signé la version française. Il y a une version anglaise de courtoisie qui l'accompagne tout simplement, mais il n'y a rien qui est remis en question là-dedans. L'article 1 dit que les employés de l'État, le ministère du Revenu, mettons, quand ils s'adressent à une entreprise qui est en fonction sur le territoire québécois, doit s'exprimer en français. Il n'y a personne, ni le Parti québécois, ni vous, qui avez gouverné dans les 20 dernières années, qui avez
voulu activer cet article-là, alors que le français, et je suis d'accord avec M. Bruno, sur l'île de Montréal, effectivement, il faut y vivre pour savoir que c'est très présent. Alors, pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose de simple sur lequel vous avez un réel pouvoir? Bien, je pense que vous avez bien souligné. Il fallait activer l'article. Ni le Parti québécois, ni nous ne l'avons activé. Parce que je viens de vous expliquer qu'en pratique, le problème ne se pose pas vraiment. Mais parlons de Montréal. Ce qu'il faut vraiment pousser, Mme Massé, c'est des initiatives comme celle de la Chambre de commerce de Montréal, qui, avec 2 projets, celui de l'interconnexion, celui du jumelage, va directement dans les petits commerces avec des étudiants pour aider ces petits commerces à s'exprimer en français, à accueillir leur clientèle en français. Vous ne l'aurez pas en forçant les gens, en leur tapant dessus. Vous les aurez en les persuadant d'apprendre notre belle langue et de la parler. Ben voilà, moi, je ne veux pas leur taper dessus. Je dis juste qu'on a un outil qui s'appelle la fonction publique. Nos fonctionnaires, et ils n'ont pas l'obligation de s'adresser en français alors que c'est la seule langue officielle au Québec. Je le dis une fois pour tout. On les oblige pas à faire ça, alors qu'on a cet outil-là. Mais c'est sûr, M. Bruno, il y a d'autres façons. La culture, pour moi, là, financer la culture, soutenir les producteurs, les créateurs, les artistes, c'est important. Puis nous, à Québec solidaire, on va soutenir les artistes dans les grands centres, mais aussi dans les régions. Bien, je suis content que vous abordiez cette question. Vous savez qu'on a déposé une politique culturelle. C'est la première révision depuis 1992. Depuis 1992, avec un budget très important. Et paradoxalement, alors qu'on nous accuse toujours du contraire, dans l'histoire du Québec, c'est le Parti libéral du Québec qui a été le plus grand soutien aux créateurs du Québec. Ça complète ce face-à-face, si vous allez me permettre, parce qu'avec M. Legault et M. Lisée, je veux parler des relations Québec-Canada. C'est important, M. Legault, vous voulez obtenir plus d'argent du fédéral, plus de pouvoir pour le Québec. Pourtant, on sent que de plus en plus le Québec perd de l'influence à Ottawa. On pense tout de suite à la taxe Netflix. On pense aussi, bien sûr, à la question des cultures de plantes de cannabis. On a l'impression que le Québec échoue toujours à se faire entendre du côté d'Ottawa. Monsieur Legault, comment comptez-vous, vous, être pris au sérieux par le fédéral? Le gouvernement du Québec, quand on regarde l'histoire, a eu 3 grands succès dans ses négociations avec Ottawa. Le premier en immigration. C'est nous qui choisissons 60 % des immigrants, ce qu'on appelle les immigrants économiques, même si actuellement, on ne veut pas y attacher de conditions. Deuxièmement, on a modifié les commissions scolaires pour en faire des commissions scolaires linguistiques. Troisièmement, la formation de main-d'œuvre. Moi, je crois que s'il y a un appui majoritaire des Québécois, on peut aller chercher des pouvoirs additionnels. Pourquoi? Bien parce que, ça soit Justin Trudeau, Andrew Scheer, M. Singh, s'ils veulent des supports au Québec, ils vont devoir accepter ce que la majorité des Quécois veulent. Puis moi, je pense que les pouvoirs qu'il faut aller chercher, c'est en matière d'identité, de culture, d'immigration. Je suis tellement content de ce que vous venez de dire, M. Legault. Parce que les 3 exemples que vous avez donnés, c'est les 3 exemples où des indépendantistes du Parti québécois étaient au pouvoir. Et la majorité, elle veut toujours plus de pouvoir. Puis Ottawa s'en fiche quand il y a des fédéralistes qui sont au pouvoir. Ils n'aiment pas le Québec, ils ne le respectent pas, mais quand les indépendantistes sont au pouvoir, on est craint. Puis on est surtout craint à la veille des élections fédérales. J'étais avec M. Bouchard lorsqu'on a arraché à Jean Chrétien la main-d'œuvre. Il avait peur de perdre des votes dans son élection. Il va y avoir des élections l'an prochain. Nous allons réclamer... Vous avez mis de côté la souveraineté pour le prochain mandat. Quelle arme avez-vous dans les mains maintenant? Oui, en 2022, l'élection va porter sur la souveraineté. Alors, ce qui fait qu'en 2019, il va y avoir une élection fédérale. Moi, je suis allé à Ottawa avec notre bel autobus pour dire les 20 milliards que le fédéral nous enlève maintenant pour créer des bons jobs à Victoria et à Vancouver et à Halifax, ça va être un enjeu central de l'élection de 2019. On va retrouver un rapport de force. Vous n'en avez pas, M. Legault, pas du tout. Vous êtes dans le Canada pour toujours. Quelle crédibilité vous avez quand vous parlez avec Ottawa, alors que vous voulez que ça ne marche pas. Mais M. Lisée, vous êtes dur à suivre. René Lévesque et Lucien Bouchard étaient indépendantistes. Ils ont fait les grands gains dont vous venez de parler. M. Lisée, soyez logique. Vous vous rappelez que vous avez écrit un livre, Sortie de secours. Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Donc, dans Sortie de secours... Vous avez écrit un livre sur l'indépendance du Québec aussi. Laissez-moi finir. Vous avez écrit Sortie de secours. Vous avez écrit sur l'indépendance du Québec. Vous disiez qu'il fallait mettre de côté la souveraineté pour faire des référendums sectoriels. En faisant ensuite un référendum sur la souveraineté. Vous avez changé d'idée. Voulez-vous qu'on discute? Moi, pendant ce temps-là, vous étiez indépendantiste. Parlons de nos propositions actuelles. OK? Si vous voulez qu'on fasse, vous et moi, un débat sur nos écrits passés, je vais être content. Non, mais je peux en avoir longtemps. Oui, vous aussi, parce que vous avez beaucoup écrit quand vous étiez indépendantiste, puis vous étiez très convaincant à l'époque. Vous vouliez privatiser Hydro-Québec.
C'est On ne parlera pas de... On parle de la Vous relation fusionner Québec. avec Québec solidaire. C'est faux. Mais Vous vouliez fusionner les cégeps francophones, anglophones. Pendant ce temps-là, Écoutez, il y en a une liste, là, je pourrais vous en nommer 25. Québec. Mais M. Lisée... Regardez, je vous demande, M. Legault, demain, on fait un débat ensemble sur nos anciens écrits. Ouais. Aujourd'hui, on parle aux Québécois de ce qu'on veut faire dans les 4 prochaines années. Moi, dans les 4 prochaines années, je veux prendre le rapport de force d'un gouvernement indépendantiste au Québec pour qu'on ait les 3 milliards de dollars d'investissement qui nous manquent année après année pour nous envoyer à la place de la péréquation avec une grosse... On va inclure les deux autres. Si vous voulez, on va inclure... Pardon, M. Legault, on va inclure les deux autres dans la discussion parce que, pour ajouter, M. Couillard, vous avez, à l'occasion du 150e anniversaire, écrit un document. Le gouvernement a publié un ouvrage important sur la reprise des pourparlers constitutionnels. Et avant même de l'avoir lu, M. Trudeau vous a dit, on ne rouvre pas la Constitution. Alors, on s'en va où avec toute cette discussion? Je suis content que vous fassiez allusion à ce document qui est de grande qualité, hein, autant pour le survol historique que la perspective qu'il ouvre. On a beau dire ce qu'on veut à Ottawa, le Québec, c'est une société distincte. Et on se connaît, on sait qui nous sommes. Et on a beau dire ce qu'on veut à Ottawa, un jour, il devra et il y aura une reconnaissance formelle du statut distinct du Québec. Dans toutes les demandes qu'on a entendues autour de ce plateau, pour moi, c'est la primordiale. La reconnaissance formelle du caractère particulier et distinct du Québec. J'ai bien cité notre collègue Gilles Duceppe là-dessus. Il disait ni meilleur ni pire, juste différent. Et j'aime beaucoup cette citation-là parce qu'elle est absolument au bon niveau. Mais d'ici là, il faut travailler pour les intérêts du Québec. Vous avez raison, M. Lisée, de parler de la stratégie navale. Ce n'est pas acceptable que la dévie ne soit pas. Mais moi, j'ai parlé haut et fort avec nos agriculteurs, nos travailleurs forestiers, nos travailleurs de la C-Series et dans l'épisode de Boeing que vous connaissez bien. Notre culture, on la fait rayonner partout dans le monde. Alors, en pratique, le Québec se projette très bien. Oui, bien, justement, moi, je pense que les liens Québec-Canada, je suis d'accord avec M. Lisée là-dessus, les gains, on les fait lorsqu'on s'affirme. Puis c'est de même pas mal partout sur la planète, d'ailleurs. Alors, un des enjeux actuellement qui est très sensible à la population québécoise, aux jeunes Québécois et Québécoises particulièrement, c'est la question des changements climatiques. Actuellement, on est au Canada dans un État pétrolier qui n'a aucun scrupule à aller chercher le pétrole le plus sale dans le sol pour l'exporter. Il y en a ici, d'ailleurs, qui sont même assez d'accord avec cette idée. On va avoir l'occasion d'y revenir dans le bloc économique, vous allez voir tantôt aussi. Non, mais j'en suis à l'indépendance. C'était ça notre thème? Oui? Ben oui. Alors voilà pourquoi il faut faire l'indépendance du Québec. Il ne faut pas faire l'indépendance, là. Il faut la faire parce qu'il faut pouvoir se tenir debout face à Ottawa, qui nous empêche, quand il décide de déposer un pipeline, il le fait. J'entends parler d'affirmation. On s'affirme, les Québécois. On est fiers, les Québécois. Et en passant, quand les Québécois voient que ça nous coûte moins cher d'emprunter que l'Ontario sur le marché, ils sont fiers actuellement de ça. Quand ils voient l'économie qui roule bien, les emplois se créent, quand ils voient les finances publiques en ordre, ça les rend fiers et je suis fier avec eux. Ben, écoutez, quand j'entends M. Couillard dire qu'il ne veut rien demander à Ottawa, il vient confirmer qu'il ne recevra rien. Quand on ne demande rien, on ne reçoit rien. Quand on est souverainiste, quelle crédibilité on a d'aller négocier avec Ottawa alors qu'on veut faire un référendum pour briser le Canada dans 4 ans? À un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, là. Il faut être de bonne foi. Moi, je vais négocier de bonne foi avec Ottawa pour avoir, par exemple, le français qu'on l'applique aux banques, aux entreprises fédérales. Moi, je suis convaincu qu'on est capable d'aller chercher ça. La réunification familiale, l'immigration en réunification familiale, c'est 21 des immigrants. Ça devrait être le gouvernement du Québec qui choisit ces immigrants. Soyons sérieux. Oui. M. Couillard était de bonne foi lorsqu'il a fait cet excellent document de fédéraliste. Il s'est fait insulter par Justin Trudeau 5 minutes après qu'il n'avait même pas lu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas indépendantiste. Vous n'êtes pas indépendantiste. Les exemples que vous avez donnés, c'est René Lévesque. Moi, je suis sûr, avec les arguments de Jean Chrétien qui reprend, je suis sûr qu'il n'est pas indépendantiste. Quand René Lévesque a arraché l'immigration à Pierre Trudeau, c'est parce que Pierre Trudeau avait peur de l'indépendance. Quand nous avons arraché la main-d'œuvre, c'est parce que Jean Chrétien avait peur de l'indépendance. Vous n'en avez pas. Pensez-vous que vous avez un rapport de force quand vous voyez le faible appui à la souveraineté? Ça donne quoi? Lorsqu'on sera au pouvoir... Il n'y a personne qui vous prend au sérieux. Madame Massé, sérieusement, comme vous diriez, sérieusement. Vous commencez à me prendre pas mal au sérieux, M. Legault. Et après le 1er octobre, un gouvernement du Parti québécois va être très pris au sérieux par le gouvernement fédéral. Madame Massé, s'il vous plaît, Madame Massé. Bien, je pense qu'on n'a pas le choix de faire l'indépendance du Québec.
Puis c'est vrai que dans les dernières années, M. Legault, les indépendantistes ont plus parlé de la mécanique que du projet qui nous anime. Bien, nous autres, on a un projet à offrir à la société. Et c'est drôle parce que les jeunes viennent rejoindre massivement notre parti parce que quand on leur parle d'avenir, quand on leur dit ce qui nous tire par en avant, c'est de prendre nos responsabilités main dans la main avec les Autochtones, faire l'indépendance du Québec pour nous assurer de relever le défi des luttes environnementales. Voilà qui complète ce tour de table pour la question de l'immigration et de l'identité. Merci beaucoup. On va passer à notre troisième thème, l'économie et les finances publiques. Notre premier face-à-face oppose M. Lisée à M. Couillard et ma question va à vous, M. Lisée. Vous voulez annuler le projet du réseau express métropolitain, le REM, un projet de 3 milliards, qui est déjà en marche, que vous qualifiez de Mirabel de 2018. Exact. Vous voulez que la Caisse de dépôt s'occupe en priorité des sièges sociaux avant les régimes de retraite, des employés, de tout le monde. Vous voulez rouvrir les ententes avec les médecins. Au fond, n'êtes-vous pas le candidat qui veut tout défaire? Non, je m'excuse avec tout respect. Là. D'abord, le REM, maintenant, il coûte 8 milliards. Il coûte 8 milliards pour soustraire 1700 voitures. Alors que nous, on veut dépenser 7 milliards pour enlever 100 000 voitures à l'heure de pointe tous les jours. Notre projet environnemental, avec le covoiturage et l'autopartage, enlèverait 3 voitures sur 10 à l'heure de pointe et nous ferait économiser 20 milliards de dollars d'achat de pétrole qu'on investirait ici. Alors, c'est un très bon deal. Et pour la question des médecins, on peut en parler. Moi, je pense que donner 7 milliards de dollars aux médecins à partir de maintenant, ça n'arrivera jamais avec un gouvernement du Parti québécois. Avec M. Couillard, avec M. Legault, oui. On parle du REM, on parle de tous ces projets, on parle des projets qui... Alors, M. Bruno, je parlais de la fierté tantôt. Moi, je suis très fier que le REM soit au Québec. C'est le 3e plus important projet au monde, actuellement le plus grand au monde en construction. Je pense qu'on est très fiers de ça au Québec. C'est une démonstration magistrale d'électrification des transports qui va faire un grand bond en avant à notre transport collectif. Mais il n'y a pas que ça, naturellement. Il y a d'autres projets dans les couronnes de Montréal. Le projet à Québec, le projet en Outaouais. Puis il y a les régions. Dans ma région, par exemple, au Lac-Saint-Jean, il n'y aura pas de métro puis de REM. On s'entend tous là-dessus, je crois. Oui. Par contre, le transport intermunicipal, les navettes, le transport pour les étudiants, pour les personnes aînées, il faut travailler là-dessus. Vous le savez, on a déposé une stratégie, une politique de développement, de mobilité durable, pardon. Je crois que vous l'avez saluée, si ma mémoire est exacte, qui est de bonne qualité. On trouvait qu'elle est moins loin que la nôtre. Mais revenons sur cette question. Y compris pour les régions. Revenons sur cette question. Vous avez raison, c'est important, le transport public aussi dans les régions. Mais sur le REM, il faut savoir que vous l'avez imposé. Le BAP a dit que c'était un mauvais projet qui allait réduire très peu les gaz à effet de serre. Ce que nous, on propose de faire à la place va faire 8 fois plus de réduction de gaz à effet de serre et va nous amener vers les objectifs que vous avez déraillés. Mais de façon on parle d'économie, on parle d'économie. Mais le REM, M. Couillard, quand même, on a entendu le vice-président, l'ancien vice-président de la Caisse de dépôt et de placement, M. Dubé, dire on ne nous a jamais imposé le contenu québécois. On n'a jamais imposé quoi que ce soit à la Caisse. La Caisse doit être rigoureusement et totalement indépendante. M. Dubé était le premier à le dire au temps où il était à la Caisse. Mais vous avez dit aujourd'hui sur les éoliennes que vous pourriez imposer des produits québécois. Non. Ce que j'ai dit, c'est que par la nature même des choses, pour vous parler, pour informer nos téléspectateurs du projet à Pouillat sur la Côte-Nord, qui est essentiel pour le développement du Nord et avec les Premières Nations, que c'est le partenaire Boralex qui, de toute façon, a déjà dit qu'il y aurait au moins 50 de contenu québécois. Cette question-là, elle est réglée. Maintenant, pour ce qui est du REM, M. Bruno, pour ce qui est du REM, je vais juste laisser M. Lisée, il pourra y répondre tantôt. Où pense-t-il qu'il aurait été construit si Bombardier avait eu le contrat? Bon, mais justement. Maintenant, ceci dit, M. Bruno, c'est pour le Québec une occasion extraordinaire de montrer son savoir-faire, non seulement pour le projet lui-même, les trains, mais également sur le mode de financement. On a innové parmi toute l'Amérique du Nord en utilisant un fonds de pension public comme partenaire d'un projet de transport collectif. Bon. Alors, écoutez, sur le REM, là, ça va être quand même pas un objet de fierté quand on va voir que 600 millions de nos dollars ont été envoyés en Inde pour construire le train du REM, alors qu'on construit des trains comme ça au Québec. M. Couillard, M. Legault, tous vos députés ont voté pour les 2 lois du REM qui encadraient la Caisse de dépôt et qui auraient pu lui demander d'avoir 30 de produits québécois. Et votre candidat vedette, M. Dubé, trouve ça une maudite bonne chose que ça soit parti en Inde.
comme ils trouvent, c'est une maudite bonne chose que Rona ait été vendu aux États-Unis, ce qui était votre signal à vous. On est dans cet axe-là. Ce qui était votre signal à vous. On est dans notre axe à nous, M. Oui, exact. Alors, effectivement, l'indépendance de la Caisse signifie également qu'il faut s'abstenir de donner quelque instruction que ce soit. Vous avez voté 2 lois pour leur donner des indications. Monsieur vous auriez pu donner l'indication dans la loi. Vous connaissez quand même un peu les marchés financiers. Oui. Le jour où les marchés financiers verrait le gouvernement du Québec imposer quelque chose à la Caisse de dépôt, vous pourriez dire adieu à la réputation de la Caisse de dépôt. Mais, écoutez, Jean Lesage a fait voter une loi pour indiquer à la Caisse dans quels paramètres elle doit agir. Nous allons mettre dans cette loi qu'elle ne peut pas faire d'autres trains s'il n'y a pas 30 de produits québécois. Ça complète cet aspect. Notre deuxième face-à-face, M. Legault, Mme Massé. On va parler de la pénurie d'emplois au Québec. C'est bien sûr une question d'immigration, mais en partie réglée par l'immigration. Mais vous parlez souvent, M. Legault, d'emplois de 25, 30, 40 $ de l'heure. Quels sont ces emplois? Où est-ce qu'on les voit présentement? Où est-ce que vous allez aller chercher ces entreprises pour les amener créer ces emplois chez nous? Bien, je suis très content d'avoir cette question parce que j'ai effectivement une belle équipe. Christian Dubé, qui était premier vice-président à la Caisse de dépôt, Éric Girard, qui était trésorier, premier vice-président à la Banque nationale, beaucoup d'entrepreneurs, et on doit changer l'approche d'Investissement Québec. Il faut maintenant aller dans le manufacturier innovant, l'intelligence artificielle, les technologies d'information, là où il y a de la valeur ajoutée. Le défi au Québec, là, c'est pas de créer des emplois à 15 $ de l'heure, c'est de créer des emplois à 30, 40 $ de l'heure. Puis l'aide que donne Investissement Québec, ça devrait être seulement aux entreprises qui créent des emplois mieux payés. Moi, je n'accepte pas que depuis 15 ans, puis il n'y a pas eu aucune amélioration, on ait des salaires beaucoup plus bas que l'Ontario, que le reste du Canada. On est capable d'être plus riche. On peut faire mieux. Mme Massé. Mais être plus riche, pour moi, ça commence par ceux et celles qui sont en bas de l'échelle. Vous dites toujours, quand vous amenez votre exemple, M. Legault, de 20, 30, 40 $, les gens, créer des jobs à 15 $ de l'heure, c'est facile. Non, mais actuellement, le salaire minimum, c'est 12 $ de l'heure. Alors, il y a du monde qui essaie de vivre avec 12 $ de l'heure. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand il y a une crise de plein emploi comme actuellement, et d'ailleurs, je nous rappelle, c'est pas dans toutes les régions, c'est pas dans toutes les filières, et c'est pas pour tout le monde que c'est le plein emploi. Il y en a qui cherchent encore du travail puis qui n'en trouvent pas. Nous, on dit, améliorons les conditions de travail, M. Legault. Mme Massé, c'est ça qu'il faut faire. Il y a des petites entreprises dans certaines régions du Québec, des dépanneurs, qui embauchent des étudiants à 12 $ de l'heure, des étudiants qui passent la majeure partie de leur semaine à étudier, mais ça fait bien leur affaire. Regardez ce qui est arrivé en Ontario. Il y a eu des emplois qui ont été abolis, puis on va reculer probablement sur les 15 $ de l'heure. Donc, moi, je pense que c'est une erreur. Il faut laisser jouer les lois du marché. Il ne faut pas forcer les choses. Ce n'est pas 15 $ qu'il faut viser. Il faut viser 25, 30, 40 $ de l'heure. C'est ces emplois-là qu'il faut créer avec la formation, l'innovation. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut créer des bons emplois. Et d'ailleurs, notre plan de transition économique qu'on a déposé va créer des bons emplois. Mais nous, ce qu'on dit, c'est pas juste ça. Il faut améliorer les conditions de travail de tout le monde. Et ça passe par un meilleur salaire. Puis quand le monde a plus d'argent, c'est drôle, ils se trouvent à consommer plus. Ils ne placent pas ça dans les paradis fiscaux. Alors moi, ce que je vous dis là, c'est un plein emploi, c'est un excellent moment pour améliorer les conditions de travail. Ça amène de l'attractivité et ça permet peut-être à des gens qui aujourd'hui ne travaillent pas de dire, ben coudonc, à 15 $ de l'heure, je peux m'en sortir mieux. Oui. Mais écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut être capable de créer... Je veux revenir à vos 25, 30, 40 $ de l'heure. C'est vrai que c'est alléchant, c'est fascinant. Mais vous les prenez où? Vous allez faire quoi pour amener ces entreprises à venir au Québec? Au Québec, on a 30 milliards par année d'investissement des entreprises. Si on voulait être comparable au reste de l'Amérique du Nord, ça nous en prendrait 60 milliards. Donc, c'est par la productivité. Il faut augmenter la productivité. Il faut avoir un premier ministre économique, une équipe économique qui va attirer beaucoup plus d'investissement des entreprises au Québec. C'est comme ça qu'on va créer des emplois payants. Moi, je peux vous dire où je vais les créer, moi, les emplois payants. Je vais les créer dans le transport en commun. Parce que c'est ça l'économie du 21e siècle. Je vais le créer en développant la filière de batteries parce que la planète va électriser, va rendre électrique leurs voitures. Ils vont avoir besoin de planètes, ils vont avoir besoin de batteries. Au Québec, on a le lithium, on va soutenir des entreprises de transformation et on va même recycler.
Je le sais, vous voulez créer les emplois. Madame Massé, On va rester dans là-dessus, on est l'énergie. On va essayer de retrouver d'accord. notre Là-dessus, on est énergie, d'accord. tout le monde. Oui, on est On s'arrête d'accord. parce que c'est intéressant, mais on oublie, on pense que l'économie, ça va toujours bien. Mais il y a 10 ans, on vivait une crise économique terrible. Ces effets ont été dévastateurs pour beaucoup de nos entreprises. Présentement, on vit avec ce possible échec de l'ALENA qui pourrait coûter des milliers d'emplois chez nous, qui serait fatal pour des petites entreprises de chez nous. On pense notamment à l'aluminium, à l'acier. Ce sont de grandes entreprises, mais qui risquent aussi d'être touchées. Comment les protéger? D'abord, il faut tenir bon. Et c'est le message que j'envoie, que les Québécois en majorité envoient à M. Trudeau et son équipe. Nous avons à la Maison-Blanche un président qui est un matamor, qui veut imposer sa façon de faire au monde entier, qui négocie de façon, disons, différente de ce que nous comprenons de la négociation. Pour lui, il ne doit y avoir qu'un gagnant et l'autre doit complètement perdre. On ne peut pas mener de négociation comme ça. On a plusieurs objectifs pour le Québec. Laissez-moi rapidement terminer. Les métaux, bien sûr, l'aluminium, mais la gestion de l'offre. Il faut que tous les Québécois qui nous écoutent se rallient derrière leurs agriculteurs et leurs producteurs laitiers. Il faut renforcer notre propre économie, surtout avec justement ce matamor imprévisible à côté. Il faut être plus résilient. Comment être plus résilient? D'abord, en ayant une propriété québécoise plus forte de notre économie. En disant à la Caisse de dépôt, lorsque c'est nécessaire, posez-vous toujours la question de retenir nos sièges sociaux stratégiques parce qu'une fois qu'ils sont aux Américains, ils peuvent décider de nous couper. Faire en sorte que quand il y a une entreprise qui est vendue, la première chose qu'on doit demander, est-ce que les salariés et les cadres peuvent, avec l'aide d'Investissement Québec, de Fonds d'action, du Fonds de solidarité, racheter l'entreprise? Parce qu'une fois qu'elle est propriété des cadres et des salariés, elle s'en ira plus. Avoir non seulement Aliments Québec, mais fabriqué au Québec pour que dans tous les commerces, les gens puissent avoir le choix. Oui, ça c'est fabriqué au Québec, je vais l'acheter. Faire en sorte que dans toutes nos cafétérias d'institutions, 50 des aliments soient faits au Québec. Renforcer notre propre économie face au choc extérieur. Monsieur Legault. Bien, sur les sièges sociaux au Québec, on est d'accord, M. Lisée et moi, sauf sur le moyen. M. Lisée veut utiliser la Caisse de dépôt. Moi, je veux utiliser Investissement Québec. Moi, je pense qu'il faut être prudent. Avec la Caisse de dépôt, c'est là qu'on gère nos fonds de retraite. Mais Investissement Québec, c'est son rôle. Mais je veux revenir sur votre question initiale. On parle de l'ALENA. L'ALENA. M. Couillard n'a pas fait assez pour diversifier nos exportations, les endroits où on exporte. Actuellement, nos délégations générales du Québec en Europe, en Asie, devraient travailler avec toutes nos entreprises québécoises à ce qu'il y ait plus d'exportations en Asie et en Europe pour ne pas avoir tous nos œufs dans le panier américain. Mme Massé, avant. Parlons-en de l'ALENA. Je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Vous le savez quand vous signez ce genre de type d'accord de libre-échange, que ça lie, ça nous lie. Ça enlève du pouvoir aux États de faire des choix démocratiques pour leur peuple. Nous autres, dans notre plan de transition, il faut effectivement redonner l'économie au service de la population, puis notamment, j'en prends un autre élément, l'industrie du bois. L'industrie du bois, présentement, c'est principalement exporté. Et quand M. Trump tousse un peu puis ça fait plus son affaire, bien, nous, on se retrouve dans de mauvaises situations. Comment se fait-il qu'aucun gouvernement a transformé le code de construction pour nous assurer que notre bois puisse servir dans la construction de nos bâtiments? M. Couillard. M. Bruno, nous sommes le gouvernement qui a le plus fait progresser le nombre de représentations internationales du Québec depuis très, très longtemps. On est maintenant présent sur l'ensemble des continents ou presque complètement sur les continents du Québec. Et dans chaque délégation, M. Legault, vous devez le savoir, vous en avez visité, je crois, il y a des équipes d'Investissement Québec. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là. C'est des gens formidables qui vont chercher de l'investissement, qui vont chercher des entreprises, qui vont chercher de la création d'emplois. M. Couillard, les résultats ne sont pas là. Si on regarde les exportations aux États-Unis il y a 4 ans, quand vous êtes arrivé, aujourd'hui, le pourcentage des exportations qui va aux États-Unis est plus élevé aujourd'hui qu'il y a 4 ans. On va faire vérifier. Moi, j'ai une question pour M. Legault, parce que justement, on parlait de rapport de force avec Ottawa tout à l'heure. Moi, je pense que vous et M. Couillard avez affaibli le rapport de force du Québec pour la négociation de l'ALENA. On est sur le point de se faire manger tout rond sur la question de nos fermes. Je vous avais dit, M. Legault, je vous avais dit, comme ancien ministre du Commerce extérieur, qu'il ne fallait pas ratifier l'accord avec l'Europe tant qu'on n'était pas certain qu'Ottawa rembourse nos fermes, les compense. Ils ont perdu 30 000. Vous ne m'avez pas écouté. Vous l'avez ratifié tous les deux, envoyant le signal. Il fallait avoir un rapport de force. Il fallait avoir un rapport de force avec le tour Ottawa. De table. Merci, on passe au prochain. Le prochain, M. Legault et M. Couillard. M. Legault, M. Couillard.
On est prêt? Pardon? Absolument. Non, mais je vous invitais à garder le silence. Contre l'accord avec l'Europe. Monsieur Legault et M. Couillard, Oui. Vous vous opposez, M. Legault, quand même, depuis toujours au projet d'Apouyat des éoliennes Oui. qui donnerait pourtant des redevances et des emplois sur la Côte-Nord et aux Inuits. Est-ce qu'Hydro-Québec ne devrait pas être un acteur important dans le développement des régions, développement économique des régions? En autant qu'on ait besoin d'électricité. Actuellement, le président d'Hydro-Québec, ce qu'il nous dit, c'est que pour les 15 prochaines années, Hydro-Québec va être en surplus. La vérificatrice générale nous a dit, les éoliennes là, qui ont été approuvées autant par les libéraux que le PQ, ça a coûté 2,5 milliards aux Québécois. Donc, il y a une partie actuellement des tarifs qu'on paye chez Hydro-Québec qui sont causés par les projets éoliens. M. Couillard n'arrête pas là. Il dit, je veux dépenser un autre 1,5 milliard sur la Côte-Nord pour acheter des votes, cette fois-là, sur la Côte-Nord. Puis aujourd'hui, on a appris qu'il n'a même pas exigé de contenu local en échange. Quand même incroyable. Il avait dit le contraire aux Québécois. M. Couillard. M. Legault, vous savez la différence entre une entente de principe et un contrat. Quand on verra le contrat, on en reparlera. Est-ce J'ai qu'on parlé pourrait le voir? mais il n'y a pas de contrat, il n'y a pas signé encore. Les gens espèrent l'élection de notre gouvernement pour un deuxième mandat pour aller plus loin. Mais écoutez, je vous entends vous opposer de façon un peu vociférante à l'éolien toujours. Puis vous irez dire ça aux gens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, vous irez dire ça aux gens du Cap-de-la-Madeleine, de Matane, où il y a des milliers d'emplois qui sont en rapport avec l'éolien. Mais pour revenir au développement régional, oui, l'hydroélectricité, une des raisons pour laquelle on a fondé Hydro-Québec, Adélard Godbout qui a fondé Hydro-Québec, on a nationalisé l'électricité plus tard, c'est justement pour s'en servir comme outil de développement économique et de développement économique régional. Je vais répéter très fortement, M. Bruno, qu'on ne peut pas imaginer qu'on pourra développer le nord du Québec sans y faire participer pleinement les Premières Nations, non pas comme témoins, On est d'accord. témoins sur le côté, mais comme personne qui recueille des redevances. Je vais terminer rapidement. Le projet Apouyat prévoit des redevances à la fois pour la MRC et pour les Inuits, chacun de 500 000 par année. C'est un monde de différence dans leurs conditions de vie par rapport à ce qu'il y a actuellement. Monsieur Couillard, les Québécois qui nous écoutent là, sont assez intelligents pour comprendre. Si Hydro-Québec est en surplus pour les 15 prochaines années, surplus d'électricité, si vous les forcez à acheter plus d'électricité, même s'il y a 500 000 qui va pour les Premières Nations, c'est vrai, les Premières Nations vont être contentes de recevoir 500 000 mais les Québécois vont payer 1,5 milliard de pertes chez Hydro-Québec parce que cette électricité-là, le président le dit. Pourquoi vous pensez que les informations sortent, là? Les gens d'Hydro-Québec n'en peuvent plus du Parti libéral. Ça n'a pas de bon sens. Vous avez fait perdre à Hydro-Québec 2,5 milliards à cause des contrats en Gaspésie. Puis là, vous voulez ajouter 1,5 milliard. Demandez-vous pas pourquoi les Québécois n'ont pas d'argent dans leur poche. Au lieu de réduire les taxes, au lieu de réduire les tarifs de garderie, au lieu de réduire les taxes scolaires, vous avez décidé de perdre de l'argent. On a tout fait ça, M. Legault. On a baissé l'impôt des Québécois. C'est 1 500 $. Oui, vous le savez très bien. Vous l'avez dit vous-même, vous l'avez reconnu vous-même. 1 500 $ pour une famille de classe moyenne. Pour les taxes scolaires, c'était un peu amusant à vous voir là l'autre jour quand vous avez fait votre annonce devant 2 maisons dont chacune avait bénéficié d'une baisse de taxes scolaires de 65 On s'était un peu tous étouffés en voyant ça. Maintenant, sur les projets de développement régional, vous allez avoir un petit problème à l'intérieur de votre groupe politique parce que votre nouveau collègue, M. Dubé, il soutient encore aujourd'hui tous les projets que vous ne soutenez pas. Il soutient la cimenterie. Il soutient également le développement par... Faux. Mais c'est vrai. C'est faux. Monsieur Couillard, la cimenterie, quand Christian Dubé est arrivé à la Caisse de dépôt, c'était déjà négocié. Vous avez mis 400 millions de dollars dans une cimenterie en Gaspésie pour créer 200 emplois. Ça fait 2 millions de dollars par emploi. Pour le projet le plus polluant au Québec, ça représente 500 000 voitures. Je pense que vous n'aimez pas la Gaspésie. 500 000 voitures. Vous n'aimez pas la Gaspésie. J'aime pas le gaspillage, comme je l'ai déjà dit. Voilà pour ce dossier. Madame Massé, Monsieur Lisée, maintenant pour la prochaine question. On parle d'environnement. Je pense que c'est important. C'est le cœur de votre programme, Madame Massé. Vous voulez que le Québec fasse sa part. Vous voulez interdire la vente de voitures à essence d'ici 2030. C'est ambitieux. Certains vont dire que c'est même rêveur, puisqu'en 2017, il s'est vendu tout près d'1,5 million de voitures au Québec, la moitié des VUS et des camionnettes, à peine 10 000 des voitures électriques et hybrides. Il y a du chemin à faire. Absolument. Absolument, mais il faut le faire. Et je rectifierai un tant soit peu, c'est-à-dire qu'à partir de 2030, les concessionnaires, dans notre programme,
pourront vendre de l'électrique et de l'hybride. L'hybride, ça contient encore de l'essence. C'est en 2040 où il n'y aura plus d'hybride et en 2050, plus aucune voiture à essence sur le territoire. Mais il faut le faire, ce changement-là. Puis pour aider nos concitoyens et concitoyennes, on va faire une remise intelligente et non pas un bonus de 8 000 peu importe tes revenus ou quoi que ce soit. Nous, ça va être intelligent selon la région, parce que c'est les gens des régions qui ont surtout besoin d'une voiture, qui n'ont pas accès à du transport en commun. Donc, tout dépendamment de la région, tout dépendamment du nombre dans la famille et dépendamment du revenu, on va aider les familles à transiger vers l'électrique. Vous êtes en face à face avec M. Lisée. Avec M. Lisée. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées dans le programme de Québec solidaire là-dessus, je le reconnais. Nous aussi, on pense qu'il faut faire un virage très important et très rapide. On va modifier la gouvernance pour qu'il y ait une loi anti-déficit au Québec. Il va y avoir une loi anti-déficit environnemental qui va obliger l'État, contrairement à ce qui s'est passé sur les libéraux, à atteindre ces cibles de réduction des GES. Puis ça passe par beaucoup plus de voitures électriques. Nous, on veut faire en sorte de faire du covoiturage. On va donner 8 $ par personne pour faire du covoiturage. Ça va réduire de 100 000 le nombre de voitures. On va aider les gens à acheter leur abonnement d'autopartage. Pour chaque autopartage, il y a 8 voitures de moins. On va se rendre vers ça. Mais il y a une chose que j'ai été très surpris sur le marché du carbone à lire votre document. On a fait beaucoup d'efforts pour être avec la Californie et d'autres dans la bourse du carbone. Nous, on veut faire en sorte d'arrêter de donner de l'argent aux grandes entreprises, mais de les aider à innover. Mais vous avez dit que vous allez sortir du marché du carbone, comme Doug Ford le fait. Ça, je ne comprends pas ça. En fait, le marché du carbone, faire simple pour les gens qui nous écoutent, c'est une façon d'aller chercher, de mettre un prix au carbone, chercher de l'argent pour investir. Qu'est-ce qu'il y a? Pour investir dans, justement dans la transformation. Ouais. Mais c'est une pure financiarisation. Et vous le savez, Mais c'est une le façon problème, vous m'avez posé une question, oui. M. Lisée. Nous, on ne dit pas qu'on va l'arrêter le jour 2 de notre élection. Oui. Aller vers un retrait de la bourse du carbone. Je veux revenir avec un exemple concret là, sur l'environnement versus l'instrument qu'on a l'économie. pour discipliner les entreprises vers moins de carbone, c'est la bourse du carbone. Mais C'est une grosse affaire. M. Lisée, Ne nous confondez oui, pas. absolument. C'est le L qui me confond. Monsieur Lisée, laissez-moi juste vous dire que Oui. vous pouvez essayer de dire aux gens qu'on est débile de faire cette affaire-là. Ce que moi, je vous dis, pose une c'est question qu'on très va... cordialement. Oui, je le sais, mais en même temps, vous redites la même ligne après. Moi, ce que je vous dis, c'est que oui, on va utiliser les fonds du Fonds vert parce que c'est ça que ça apporte pour faire le virage nécessaire. Mais ceci étant dit, au bout d'un mandat, oui, on va sortir de cette bourse-là pour créer une autre façon d'obliger un réel, parce qu'actuellement, ça n'atteint pas du tout les objectifs. Je pense que c'est une grave erreur parce qu'on a réussi vous avez le droit de le penser. Oui, d'ailleurs, M. Lisée, vous avec la Californie, on a réussi à négocier avec d'autres provinces. vous êtes dur à suivre sur l'environnement. Vous êtes très, très dur à suivre sur l'environnement. Moi, j'en reviens pas. Je regarde votre programme puis je me dis, vous avez lu une autre, c'est sûr et certain. En effet. Mais Non, ceci étant dit, j'ai une question et je vous laisse avec cette question. Laissons poser la question. C'est terminé? Non, mais non, ça m'intéresse. Je dis que vous êtes difficile à suivre. Par exemple, sous le gouvernement de Mme Marois, on a été foré anticosti. On a donné des millions de dollars pour Port Daniel. Moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes levé pour dire que ça n'avait pas de bon sens, ces projets polluants-là? Bien, dans une trentaine d'années, on aura droit de lire les débats au Conseil des ministres. Moi, ce que je peux vous dire, ma première course au leadership, j'ai dit, c'est fini le pétrole avec quoi? Et avec nous, il n'y aura plus aucun sur le territoire du Québec. On tourne la page, c'est certain. On est rendu à la discussion à 4 et on parle économie, bien sûr, parce qu'avec près d'1 million de personnes qui gagnent moins de 15 $ de l'heure, les revenus sont les plus bas, les taxes et les impôts les plus élevés. Une situation qui affecte grandement le pouvoir d'achat des Québécois. On le voit d'ailleurs avec le coût des aliments. Là, on nous dit que ça va ne pas cesser d'augmenter. N'est-il pas le temps de penser aux contribuables? Et je vais vous poser la question à tour de rôle. Vous me répondez par oui ou non, et après vous partez sur le débat là-dessus. Allez-vous baisser les impôts, M. Couillard? Une fois que les services publics, éducation et santé sont bien financés. Allez-vous baisser les impôts? Oui. On va réduire la charge tarifaire on va redonner de l'argent dans la poche des familles. C'est oui ou non? Pas par les impôts. Il y a d'autres façons de le faire, M. Bruno. Donc, c'est non. Oui, pour 77 % des contribuables. Bon, maintenant, partez puis expliquez un peu votre décision là-dessus. Alors, nous, effectivement, nous sommes le gouvernement qui a baissé les taxes scolaires que les impôts sur le revenu, 1 500 $ pour une famille de classe moyenne.
On a également baissé les impôts de nos PME qui créent les emplois pour cette classe moyenne. Alors, la question que vous posez, elle est tout à fait légitime en campagne électorale. Est-ce qu'on va baisser davantage les impôts? La réponse est la suivante. On veut absolument prioriser les services publics que sont l'éducation et la santé. Si on maintient notre on voit que c'est stable, de financement éducation-santé, oui, on va faire une baisse supplémentaire. M. Legault. Bon. D'abord, M. Couillard a géré le budget du Québec un peu comme une caisse électorale. Hein? Il a ramassé un trésor de guerre en augmentant les taxes et les tarifs les premières années, puis il a redonné un peu ce même argent les dernières années. Les gens savent très bien qu'au bout de la ligne, ils n'ont pas plus d'argent dans leur poche. Un gouvernement de la CAQ va faire 3 choses. On va donner une baisse d'impôt de 2 400 $, une allocation famille, 2 400 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans. Deuxièmement, on va baisser les taxes scolaires de 700 millions. Puis troisièmement, on va annuler la taxe famille. On va ramener les tarifs de garderie à 8 $, comme M. Couillard l'avait promis en 2014. M. Lisée. Ben, baisser les impôts, ça veut dire les baisser sur ceux qui gagnent très, très cher. Alors, ceux qui profitent le plus d'une baisse d'impôts, c'est les millionnaires puis les multimillionnaires. Nous, on veut prendre l'argent disponible pour aider les gens qui en ont besoin. Donc oui, la taxe famille, on va l'abolir. Ça va vouloir dire pour certaines familles 2 000 $ de plus dans leur poche. Mais plus que ça, le deuxième enfant en garderie, c'est 4 $. Le troisième, c'est gratuit. On va donner 350 $ par année pour chaque aîné de conditions modestes. Les gens qui en ont besoin vont en avoir. Vos amis millionnaires, M. Legault, n'en auront pas. Mme Massé. Bien, oui, on va baisser les impôts, comme on vous l'a dit, de 77 % des payeurs de taxes. Mais nous, ce qu'on a vu avec un gouvernement libéral et antérieurement un gouvernement péquiste qui a baissé les impôts des contribuables, c'est qu'on a vu augmenter les factures des familles. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est, à travers l'assurance dentaire, remettre 560 $ dans les poches des gens. L'école gratuite à chaque entrée scolaire par enfant, c'est 580 $. Alors, il y a de la place pour remettre de l'argent dans les poches des gens, autre que l'impôt, parce que vous avez raison, ça sert sur tout le monde qui sont en haut. C'est déjà fini. C'est déjà terminé. Je m'excuse. On passe M. Lisée et M. Legault. On reste toujours, bien sûr, là, dans le volet des finances publiques maintenant. M. Lisée, on revient à la Caisse de dépôt parce que c'est très important, et le placement du Québec, à la protection de nos sièges sociaux. On pense à Rona, bien sûr, on pense à Saint-Hubert, on pense aussi à Bombardier. La Caisse de dépôt est-elle là pour protéger les sièges sociaux ou est elle là véritablement pour faire profiter les régimes de retraite de tous les Québécois? Alors, lorsque Jean Lesage, avec son conseiller Jacques Parizeau, ont créé la Caisse de dépôt, ils ont dit il y a 2 missions à égalité. Le rendement pour les retraites et, disait M. Lesage, le développement accéléré de l'économie québécoise. Ensuite, M. Jean Charest a décidé de jouer là-dedans puis de dire, bien, c'est d'abord le rendement, puis pas le développement. Je ne dis pas qu'il y a un lien, mais ensuite, la Caisse a perdu 40 milliards dans des mauvais placements. Nous, on dit, on va revenir à l'esprit de Jean Lesage et on va dire, on va préciser du développement économique régional et sectoriel, parce qu'on le sait, nous, que le rendement de la Caisse de dépôt au Québec est plus élevé que dans le reste du monde, puis on n'arrête pas de leur demander de le dire. Et en dessous de ça, on va dire, vous avez aussi une mission d'attraction et de rétention des sièges sociaux stratégiques, quand ça fait sens. Ça ne fait pas toujours sens. Mais dans Rona, moi, je pense que ça faisait sens. Ils n'ont pas eu à se poser cette question-là. Puis M. Dubé, qui est l'ami de M. Couillard... Il y a un bel exemple aujourd'hui. Lui Select, une entreprise de Boucherville qui se met sur le marché pour être vendue. Bon. Est-ce que la Caisse doit jouer un rôle? Moi, je pense que c'est Investissement Québec. Parce que je vous explique pourquoi. D'abord, c'est important, les sièges sociaux. C'est là que sont les emplois les plus payants. C'est là que se donnent les contrats à des fournisseurs, à des consultants, à des compagnies de publicité, etc. Donc, c'est très important. Je reviens à Rona. Oui. Raymond Bachand, qui est un libéral, avait demandé à Investissement Québec d'acheter un bloc de contrôle de Rona pour que Rona ne soit pas vendu. Là, il est arrivé quelque chose de mystérieux, regretté M. Daou et M. Couillard. Il y a quelqu'un, mais on ne sait pas qui, dans le gouvernement libéral, qui a permis à Investissement Québec de vendre ce bloc de contrôle. Mais on sait c'est qui? Ben, c'est M. Couillard qui, dans sa course au leadership contre M. Bachand, a dit que M. Bachand avait eu tort de ne pas le vendre à l'os. Donc, le signal venait du premier ministre. Vous avez raison qu'Investissement Québec, c'est entre nous. Excusez-nous. Oui, je sais. Et donc,
vous avez raison, Investissement Québec avait une minorité de blocage, ce qui donnait le signal à la Caisse de dépôt de garder aussi son argent. À partir du moment où le signal a été donné, la Caisse s'est dit « Ah, bien, le premier ministre veut qu'on vende, on va s'organiser pour vendre. » Mais donc, les deux, ensemble, ont un rôle à jouer, Investissement Québec et la Caisse. Bon, moi, je pense qu'Investissement Québec, M. Lisée, là, quitte à ajouter des fonds chez Investissement Québec, d'abord, ce n'est pas un mauvais placement d'investir dans des sièges sociaux de grandes entreprises québécoises. On regarde le passé, ils ont eu en moyenne un meilleur rendement que le marché. Exact. Puis c'est important de garder nos sièges sociaux. Je sais que M. Couillard, pour lui, c'est pas important. Mais selon moi, là, on doit tout de suite, le lendemain de l'élection, donner un mandat à Investissement Québec pour protéger nos 20, 25, 30 sièges sociaux. Je suis tellement d'accord avec vous que c'est dans le projet de loi qu'on a Ça déposé. complète ce dossier. Alors, on va mais être je d'accord veux avec laisser la Caisse de plus- dépôt. Dites la Caisse de Messieurs, dépôt. Dites les deux. ça complète ce dossier, mais je veux entendre M. Couillard parce que vous l'avez tous les deux interpellé dessus. Oui, assez joyeusement d'ailleurs. Alors là aussi, on veut jouer le rôle de la victime pour le Québec. Le Québec est un conquérant. Il y a 3,5 fois plus d'entreprises québécoises qui font des acquisitions. C'est vrai, M. Legault, on vous enverra les chiffres. En argent et en nombre de transactions, qui font les acquisitions à l'étranger, que le contraire. Sur la transaction de Rona, il faut quand même rappeler que quand M. Bachand est intervenu, parce que c'est une offre hostile, Oui. la transaction de Rona était consensuelle à l'unanimité des Mais deux vous conseils étiez pour d'administration. l'offre hostile. Mais Vous avez dit à M. Bachand qu'il n'aurait pas dû freiner l'offre hostile. C'est ça qui est C'est pas extraordinaire. du tout exact. Deuxièmement, On va retrouver la citation. pour ce qui est de Rona, c'est quand même assez extraordinaire, M. Legault, que votre collègue, M. Dubé, déclare aujourd'hui que c'est une excellente transaction. La Caisse de dépôt a fait vous avez beaucoup dit ça, d'argent vous avez avec dit ça. ça. C'est un gros ça. problème. Parfait, ouais. Mais c'était son rôle de C'est défendre. Investissement On Québec. comprend, Ouais. on comprend candidat tous, vedette, mais là, peut-être. on est en train de prendre un peu de temps là, de la discussion que doivent avoir M. Couillard avec Mme Massé. M. Couillard et vous, Mme Massé, vous êtes diamétralement opposés sur les finances publiques. D'une part, M. Couillard, vous dites qu'il faut continuer de rembourser la dette avec le Fonds des générations. Vous, Mme Massé, vous dites que plutôt, il faut prendre ce 12 milliards au cours d'un mandat pour les besoins en environnement, tous vos projets que vous avez qui touchent directement ou indirectement l'environnement. Au fond des générations, est-ce que, à quelque sorte, qu'est-ce que c'est ce fonds-là? La priorité, c'est la dette ou c'est l'environnement? À vous d'abord. Bien, moi, je pense que c'est la dette, mais c'est la dette écologique qu'on est en train de laisser aux générations futures. C'est ça l'urgence d'agir. C'est ça qui impose et exige un changement de cap. Et le Fonds des générations, on ne veut pas le vider. On veut juste arrêter de verser des fonds et ça représente 12,5 milliards. Mais la loi, M. Bruno, indique que le Fonds des générations ne peut servir qu'à la dette, heureusement, parce qu'il y aurait peut-être eu des partis qui seraient intéressés à piger dedans. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que la dette du Québec est en décroissance par rapport à notre économie. Elle est en décroissance encore plus rapide que ce qu'on avait espéré. Mais nous, où on diffère d'opinion, entre autres, Mme Massé, c'est sur la question des finances publiques. Moi, je suis très attaché à maintenir, sauf en cas de récession, des finances publiques équilibrées. Ce que vous faites, en tout respect, c'est que vous mettez tout sur la carte de crédit. Vous prenez 12 milliards d'engagements que vous ne pourrez pas financer. Et ce que vous dites aux banquiers, parce que ça va tout aller sur la dette, c'est à vous que je vais envoyer l'argent plutôt qu'au service public. Absolument pas, et vous le savez, on a identifié, et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont en désaccord, entre autres parce qu'on augmente les impôts des plus riches et les impôts des entreprises de 500 employés et plus. Alors, vous le savez qu'on va être capable d'aller chercher l'argent. Mais j'aimerais ça revenir au Fonds des générations. Vous me dites que la loi est écrite de même, puis on ne peut pas la changer. J'en reviens pas. Vous en changez à tour de bras des lois pour les adapter. Et à exemple, la loi sur les hydrocarbures. Vous avez fait une intervention, vous avez changé une loi pour faciliter l'exploration aussi, j'y étais dans la commission parlementaire, l'exploration et l'exploitation. Alors moi, je sais qu'on peut la changer, cette loi-là, et on va la changer parce que la dette qui est urgente, M. Couillard, c'est la dette climatique. Il faut agir maintenant. Alors, vous traînez les pieds. Alors, le Fonds des générations est là pour notre dette financière. Et savez-vous quoi? C'est l'argent de nos enfants. C'est même pas de l'argent qui nous appartient. C'est celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais je vais vous parler, tiens, d'un grand leader de gauche canadien que certains vous admirez, Tommy Douglas, qui est le père de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation. Bien, M. Douglas a déposé 17 budgets équilibrés consécutifs. Et il avait coutume de dire à ses électeurs, vous savez, moi, je crois que les fonds publics sont mieux employés à financer les services publics que dans les comptes des banquiers de New York. C'est exactement ce que vous allez faire avec vos déficits massifs, Mme. Mais, M. Couillard, la dette qui est là, le 200 milliards de dette qui est là, 205, pas nous autres qui avons fait ça, là. C'est vous autres qui avez fait ça. Je ne sais pas pourquoi vous capotez. Quand il est temps de poser des gestes majeurs, Mme Massé. il faut
Et vous allez toutes nous endetter sur les PQI, etc. Oui, mais... Arrêtez de dire au peuple que c'est nous autres. On ne fait plus d'infrastructure. On ne fait plus d'infrastructure. On arrête les infrastructures. C'est ce que vous venez de dire, là. J'ai pas vous dit dites ça. vous allez toutes nous endetter avec les PQI. Les PQI, pour le monde qui nous écoute, c'est les écoles, les hôpitaux, les routes. Il faut continuer à les construire, Mme Massé. Moi, ce que je vous dis, c'est allons plus loin, parce que ça prend du temps de sport en commun. Parfait. On y va à 4 maintenant pour la discussion, parce que quand on parle de finances publiques, bien sûr, on pense saine gestion également de l'argent des contribuables. En 2012-2013, l'UPAC a procédé à l'arrestation de 61 personnes. En 2016-17, c'est tombé à 8. Cette année, une seule arrestation d'envergure, celle du maire de Terrebonne, tout ça avec un budget quand même de 39 millions annuellement. Avons-nous réglé le problème de la corruption? Si oui, est-ce qu'on a encore besoin de l'UPAC, M. Lisée? Écoutez, le P dans l'UPAC, c'est pour permanent. OK? Alors oui, on a besoin de l'UPAC de façon permanente. Puis Big, l'inspecteur à Montréal, il est là pour toujours. Pourquoi? Parce que les créatifs vont trouver des façons. Mais c'est vrai ce que vous dites. Lorsque le gouvernement du Parti québécois était au pouvoir, les arrestations allaient très vite. Depuis que les libéraux sont revenus, c'est très lent. Alors, on n'arrive pas à faire de lien de cause à effet, mais votre décision, M. Couillard, de réorganiser les procureurs, de provoquer le départ de 2 ou 3 procureurs de la Couronne qui étaient vraiment sur des dossiers importants, fait en sorte qu'on se pose la question, pourquoi quand c'était nous, M. Vaillancourt a été arrêté, M. Applebaum a été arrêté, M. Accursois a été arrêté, mais quand c'est vous, les arrestations sont très lentes. Pourquoi? M. Couillard? Peut-être syndic que vous avez tendance à intervenir dans les affaires policières. M. Lisée, vous pourrez répondre à cette question-là, mais alors que moi, à l'Assemblée nationale et partout, j'ai continuellement rappelé l'importance de respecter nos institutions. Et lorsqu'on fait des commentaires comme celui que vous faites, on soumine la confiance des citoyens envers les institutions. C'est bizarre quand même. Il faut réaliser que nous faisons des progrès. La commission Charbonneau a fait son travail. 90 des recommandations sont en application ou en voie d'être appliquées. M. Bruno a raison. Il y a plein de gens qui sont suspects, des gens qui ont ramassé de l'argent pour votre parti, qui en ont mis dans les Bahamas, pour le vôtre aussi. Qui sont suspects. Absolument pas. Il n'y a aucune enquête sur le Parti québécois qui est en cours maintenant. Sur vous, il y en a plein. Ça n'avance pas. Comment le savez-vous? C'est bizarre. Attention. On lit les journaux comme vous, monsieur. Ah, OK, d'accord. Ouais. Okay. Bien, on pourrait parler de Franco Fava. Le pire scandale immobilier au Canada, c'est un grand collecteur de fonds du Parti libéral. On pourrait parler de Marc-Yvan Côté. Vous avez reçu à son chalet. On pourrait parler d'Arthur Porter. Moi, je pense que vous avez beaucoup plus aidé la famille libérale que les familles du Québec depuis 4 ans, M. Couillard. Puis moi, je pense qu'avec Sonia Lebel, qui était la procureure de la commission Charbonneau, va continuer de faire le ménage dans un gouvernement de la CAQ. Les Québécois sont tannés qu'on donne des centaines de nominations à des libéraux parce que ce sont des petits amis. Ouais. Vous voulez répondre? Ben oui, bien sûr. Écoutez, M. Legault, je m'excuse, il va falloir que vous vous expliquiez ça. Franco Fava. Mon gouvernement n'a absolument rien à se reprocher. Rien à se reprocher sur le plan de l'éthique. Je vous défie de citer un seul cas depuis que je dirige le gouvernement du Québec. Je vous défie de citer un seul cas. Si vous n'êtes pas capable de le citer, vous devriez vous taire, M. Franco Fava. Et on va laisser les institutions faire leur travail. Mme Massé. Pierre Paradis. Mme Massé. C'est sûr que l'enjeu, c'est que en matière de gestion des fonds publics, quand vous venez du monde des affaires, du monde des médecins, du monde de la politique en général, vous êtes obligé de faire des retours d'ascenseur d'une quelconque façon. Puis là, moi, je n'accuse pas personne, je fais juste dire, quand il ouvre le carnet d'adresses, il y a plein de monde qui s'attendent à quelque chose. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est d'y aller de la transparence. Et ça, on a eu de la difficulté, M. Couillard, à avoir de la transparence, honnêtement, durant le dernier mandat. Ce qu'il faut, c'est bien sûr s'assurer que notre argent public, on soit capable de la suivre. Et actuellement, juste comment fonctionnent les budgets, on peut se faire comme peuple 5 fois la même annonce. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne façon. Bon, il faut relancer l'UPAC. Nous, on dit, écoutez, ça fait 7 ans que M. Lafrenière est à l'UPAC. C'est un bon mandat de 7 ans. C'est le temps d'avoir un nouveau commissaire pour un nouvel élan. M. Couillard, rapidement. Et désigné aux 2 tiers de l'Assemblée nationale, très important. En disant ça, M. Lisée, vous allez contre les recommandations de la commission Charbonneau. Vous savez très bien que ce n'est pas ce que la commission Charbonneau a recommandé. Je peux-tu terminer, monsieur? Oui. La commission Charbonneau a recommandé exactement ce que nous avons mis en place. C'est-à-dire des mandats de 7 ans. Il a fait 7 ans. Je dois vous féliciter. Vous avez été étonnamment discipliné ce soir. Vraiment, vraiment. Mais vous avez pour terminer chacun 1 minute et demie pour... de conclusion, vous adressez à vos électeurs. Et je commence avec vous, Mme Massé. Oh, merci. Alors, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter ce débat-là ce soir. J'ai 55 ans.
Et je dirais qu'avec plusieurs personnes qui ont vécu le Québec que j'ai vécu, ou qui l'ont vécu avant, ou qui viennent d'arriver, je vous dirais que j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Souvenez-vous. Souvenez-vous du courage. Souvenez-vous de l'authenticité, de l'audace, de l'ambition. Souvenez-vous que le Québec a fait des grandes choses, puis on peut encore. Mes adversaires, ce n'est pas ces trois personnes-là, c'est la peur. La peur, la petite voix intérieure qui dit « Ah, il faut faire comme d'habitude, il faut aller dans les mêmes tracks, il faut jouer les mêmes règles du jeu. » Dans le fond, vous savez très bien que si un de ces trois-là est élu la prochaine fois, dans 4 ans, on se retrouve exactement à la même place, dans le même Canada, sans avoir les leviers pour pouvoir nous tenir debout dans le concert des nations. Alors, vous savez, je n'ai pas peur de faire des erreurs. Ça m'arrive. Je ne pense pas que j'ai toujours la vérité non plus. Mais il y a une chose que vous m'avez appris. Les journées que j'ai passées à côté de vous pour revendiquer nos droits, notre dignité, c'est quand le monde se lève debout pour se mettre en marche, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Madame Massé, merci beaucoup. Monsieur Lisée. Ce n'est pas des farces. Les libéraux sont au pouvoir depuis avant l'invention de Facebook. On veut du changement, ça presse. Mais si on se divise, on pourrait se retrouver avec les libéraux encore pendant 4 ans. Gaétan Barrette, plus en charge de la santé, mais du Trésor, c'est-à-dire de tous les budgets. On souhaite ça à personne. Récemment, beaucoup pensaient que la CAQ incarnait le changement. Mais M. Legault a échoué tous les tests de crédibilité. Son programme est inapplicable et parfois néfaste, surtout pour l'éducation et pour la langue. Un mot pour les électeurs tentés par QS. Dans 4 ans, les libéraux ne pourront pas profiter de la division. On aura réformé le mode de scrutin à un engagement solennel. Mais dans notre système actuel, dans 11 jours, si on veut éviter le retour des libéraux, il faut se rassembler autour du grand parti de coalition qui est le Parti québécois. Vous pensiez que le PQ était un vieux parti. Vous nous avez redécouvert, revigoré, rajeuni, avec une attitude positive, des propositions solides pour les familles, pour protéger et augmenter les services aux élèves, aux aînés, aux patients, pour chercher l'argent des paradis fiscaux, des patrons gloutons, lutter contre les cartels et la crise climatique. Notre projet de société, un Québec plus équitable, plus entrepreneur, un Québec beaucoup plus vert et français, un Québec libre. J'ai hâte, avec Véronique Yvon et notre formidable équipe, d'être votre premier ministre à toutes et à tous. Monsieur Lisée, merci. Monsieur Legault. Ce soir, je vous ai parlé avec mon cœur. Pour moi, la plus grande qualité d'un premier ministre, c'est d'aimer les Québécois. C'est comme ça que j'ai réussi à mettre en place une équipe exceptionnelle. Il y en a que vous connaissez. Marguerite Blais, François Paradis, des meilleurs défenseurs pour les aînés, les proches aidants. Sonia Lebel, procureure en chef de la commission Charbonneau. Éric Girard, qui était trésorier de la Banque nationale pendant longtemps. Christian Dubé, premier vice-président de la Caisse de dépôt. Jean-François Roberge, un enseignant exceptionnel. Isabelle Charret, qui était responsable de la délégation du Canada aux Olympiques. On a Lionel Carman, un neuropédiatre de Sainte-Justine qui est spécialisé pour aider les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. François Bonnardel, qui est proche du monde. Puis je pourrais vous en nommer des dizaines d'autres, des gens compétents, des gens intègres, des gens qui veulent changer le Québec. On peut faire mieux au Québec pour nos enfants, pour nos aînés, pour nos familles. Et on a la chance, dans les prochains jours, de tourner la page sur 15 longues années libérales. S'il vous plaît, prenez cette opportunité pour se débarrasser de la corruption, les petits amis. Le Québec a besoin d'un changement qui va dire, qui va amener plus d'argent dans vos poches, qui va vous amener des services de santé et d'éducation plus efficaces. Je termine en vous disant que j'ai une équipe exceptionnelle qui demande votre confiance. Merci. Merci. Monsieur Couillard, maintenant. Mesdames, Messieurs, je vous demande un 2e mandat de premier ministre du Québec. Il y a 4 ans, vous avez fait confiance à notre équipe pour redresser un Québec qui voguait à la dérive. L'emploi reculait, les déficits augmentaient, la confiance avait disparu. Notre équipe était consciente de la responsabilité qui lui incombait, mais également des efforts que nous aurions tous à déployer pour relever ce défi. Ça n'a pas été toujours facile, mais ensemble, on a réussi. Aujourd'hui, nous sommes en meilleure position qu'hier et mieux préparés pour demain. Notre économie est devenue l'une des plus performantes au Canada. On a transformé les déficits en marge de manœuvre. Le 1er octobre, on a un choix.
Profiter de notre élan ou le briser? Accueillir les talents ou se refermer? Se rassembler ou se chicaner? Pour faciliter votre vie, je vous propose de choisir plus d'accès aux soins de santé, des écoles parmi les meilleures au monde, plus de temps avec vos proches, plus de moyens pour réaliser vos projets. Au cours de ce premier mandat, notre équipe a tenu plus de 80 de ses engagements. C'est une première depuis 30 ans. Vous pouvez donc compter sur nous pour tenir à nouveau notre parole. Ensemble, on peut faire du Québec l'un des meilleurs endroits pour étudier, travailler, fonder une famille, faire des affaires. Un endroit où il fait bon vivre et vieillir. Le Québec a retrouvé sa direction. Le navire est bien dirigé. Il arrive à bon port. Continuons à avancer ensemble vers un Québec plus prospère, instruit, innovant, vert et équitable. Merci. M. Couillard, merci beaucoup. D'abord, merci à vous quatre, madame, messieurs, pour avoir participé à cet exercice démocratique. J'espère qu'à la maison, leurs réponses vous ont éclairé pour le choix de votre prochain vote, parce qu'il ne vous reste plus que ça, allez voter. Et ça commence dès cette fin de semaine par le vote par anticipation. Et notre prochain rendez-vous, je vous le dis. Et Laureano a connu une bonne deuxième moitié de la saison. D'ailleurs, s'est emparé du poste régulier de voltigeur de centre. Bon, Alain, on n'a pas gagné 97 victoires par chance. Il y a des bons frappeurs, il y a des frappeurs coriaces, il y a de la puissance, il y a de la patience aussi à certains niveaux. Alors, oui, c'est peut-être pas les gros noms du baseball qui sont là, Alain, mais c'est une très bonne équipe de baseball que devra faire face Luis Severino. Oui, on voit sa fiche. 19 victoires, 8 défaites. Et si on avait eu besoin de lui lors du dernier match de la saison, c'était son tour régulier, on aurait pu lui donner quelques manches pour qu'il récolte sa 20e victoire. Mais vous comprendrez qu'on était déjà assuré de terminer